Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir dans le préau de notre école des Bernes pour cette réunion publique organisée par Patrick Farcy et son équipe d'Agissons Ensemble pour Villecresnes. Nous vivons en ce moment, comme vous le savez, une situation un peu particulière liée au coronavirus et je voudrais vous remercier chaleureusement de vous être déplacés, d'avoir répondu à notre invitation, plutôt si nombreux par rapport encore une fois aux circonstances particulières qu'on vit en ce moment. Je voudrais remercier également le personnel des services techniques ainsi que Vincent de la société VF Événements qui nous ont aidés à préparer, à équiper cette salle afin de vous accueillir dans de bonnes conditions ce soir. Je voudrais aussi remercier les agents de la police municipale qui veillent sur notre sécurité à l'entrée de ce bâtiment. Et puis vous dire un petit mot de notre soirée de ce soir, de notre réunion. Elle va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, notre programme, notre liste. C'est Patrick Farcy avec 3 membres de son équipe qui vont vous les présenter. Nous consacrerons ensuite la deuxième partie de notre réunion à écouter vos questions, à y répondre. Et puis je vous proposerai ensuite de continuer à bavarder entre vous, comme vous l'avez bien fait avant de démarrer cette réunion, autour d'un pot de l'amitié. Mesdames, Messieurs, nous sommes maintenant pratiquement arrivés à la fin de cette campagne. Il a travaillé sans relâche avec son équipe, avec un certain nombre d'entre vous, pour construire ce programme pour notre pays, pour les 6 ans à venir. J'ai été personnellement très heureux de travailler à ses côtés pendant toute cette période. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Patrick Farcy. Chères Villecresnoises, chers Villecresnois, bonsoir. Alors, sans plus attendre, évidemment, je vais vous présenter notre programme. Maintenant, je sais que vous le connaissez tous par cœur, puisque vous avez pu le lire durant ces longues semaines de campagne électorale. Alors, ce que je voudrais dire avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, c'est vous dire que ce programme, il a été construit avec vous, avec les Villecresnois, puisque ça fait maintenant à peu près 2 ans que, de porte en porte, de réunion en réunion, j'écoute et je valide en fait un certain nombre de points qui sont les points évoqués par les Villecresnois. Alors, tout d'abord, et ce qui revient, c'est la protection de l'environnement. Ce qu'il faut comprendre dans la protection de l'environnement, c'est évidemment notre environnement proche, c'est-à-dire notre cadre de vie, Villecresnes, mais aussi l'environnement de la planète, c'est-à-dire l'écologie. Et donc, l'ensemble du programme, même sur des sujets qui sont plus éloignés de l'environnement, l'ensemble de ce programme s'articule autour de ce premier axe. Donc, bien sûr, préserver notre environnement, mais également exercer notre responsabilité vis-à-vis des nouvelles générations. Et le deuxième point, qui est un point essentiel, c'est évidemment la priorité pour notre jeunesse. Et notre première responsabilité, c'est de leur laisser ce cadre de vie que nous connaissons tous et qui est si agréable pour les Villecresnois. Le deuxième point, le deuxième axe, eh bien, c'est le vivre ensemble avec plaisir et fierté. Les 3 mots ont leur importance. Ensemble, agissons ensemble pour Villecresnes, et puis plaisir et fierté, parce que c'est ce qui est revenu dans la bouche des Villecresnois durant ces 2 années. Alors, c'est un programme où il faut comprendre que le plaisir et la fierté s'articulent autour de la sécurité, de la propreté, du respect de l'autre, de la solidarité envers les personnes les plus fragiles, et puis de la convivialité. Vous savez, ces moments de rassemblement, que ce soit pour faire la fête, que ce soit pour se recueillir, que ce soit pour se souvenir, eh bien, ces événements rythment en fait la vie locale, rythment l'année, et ce sont ces marqueurs qui sont les principaux marqueurs de ce vivre ensemble. Alors, commençons sur Villecresnes, ville verte et éco-responsable. Je vais attendre que ça s'affiche.
Tout d'abord, vous l'avez reconnu? Bon, je vous l'ai mis, c'est dommage, j'aurais dû vous le cacher dans un premier temps. C'est l'allée royale. Pour nous, l'allée royale, c'est clair. Il n'est pas question d'urbanisation, même contrôlée. C'est simple et c'est clair. Et pour ceux qui pourraient penser que dans les milieux non autorisés, je pourrais dire, ou on aurait pu dire, que nous allions sûrement faire un bois d'Auteuil 2, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Enfin, cela dit, vous savez, comme disait Coluche, dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser. Je n'irai pas plus loin. Sur l'allée royale, pour nous, c'est clair, l'enjeu est clair. Il est hors de question que l'on construise, que l'on urbanise sur des zones qui ne sont pas urbanisées. Et donc l'allée royale, c'est l'exemple parfait de cet espace qu'il faut conserver pour nos enfants et pour une autre utilité que simplement de bétonner et de rajouter des logements. Donc c'est stopper toute nouvelle urbanisation sur ces zones non urbanisées. Bien sûr, c'est aussi une ville verte et éco-responsable, c'est des potagers municipaux. Regardez, pour l'allée royale, à la limite, la solution, ce n'est pas une urbanisation contrôlée, c'est des potagers municipaux. C'est aussi protéger notre biodiversité. Et là, vous avez tous reconnu le bord du Réveillon. Mais également réduire la pollution et les nuisances sonores. La pollution qui est liée au trafic routier, pas que, est liée aussi au trafic aérien. Et c'est vrai que, même si le maire de Villecreine n'a pas une action directe sur le trafic aérien, en revanche, il a sa place et sa voix dans les associations des riverains d'Orly. Et puis c'est bien sûr, puisqu'on est dans une démarche responsable, éco-responsable, eh bien c'est de réduire l'impact, l'empreinte carbone de la ville et de ses habitants. Donc c'est se poser la question des économies d'énergie sur les bâtiments publics. Pas simplement en changeant une chaudière par une autre chaudière, mais en changeant de mode de chauffage. Villecreine, ville agréable. Alors, j'ai cru comprendre, ou certains disaient que nous allions, par notre projet d'école, massacrer le parc du château. Eh bien non. En fait, ce que nous souhaitons, c'est aménager ce parc du château. L'aménager en jardin public sécurisé. Et cette photo, en fait, c'est une photo de montage, mais qui est prise sur la base du jardin, du parc du château. Vous connaissez d'ailleurs, je crois, les immeubles ici, derrière les arbres. Et donc ce parc du château, qui au départ était effectivement ce qu'il est, une pelouse, un terrain vague, eh bien, le voilà maintenant aménagé, avec des fleurs, avec des bancs, avec des allées, avec un kiosque. En fait, l'objectif, c'est de faire de ce terrain un espace de convivialité et un espace intergénérationnel. C'est aussi, dans un deuxième temps, les finances n'y suffiraient pas, lancer un projet d'embellissement du centre-ville. Mais avant de lancer ce projet d'embellissement du centre-ville, il va quand même falloir qu'on règle le problème des terrasses d'Appilly. Certes, ce projet ira au bout, puisque le permis de construire a été signé. Mais il va falloir quand même qu'on accélère un peu la cadence. Ça fait quand même 4 ans, 3 ans et demi, que cette école est désaffectée. Et je ne ferai pas de commentaires sur la vision qu'on a de notre centre-ville. C'est aussi protéger des nuisances de la nationale 19. Vous savez que dans maintenant 1 mois, va s'ouvrir un tunnel à Boissy, et que nous devrions constater que le bouchon va s'inverser. Si vous voyez ce que je veux dire. La nationale 19, je crois qu'un certain nombre de députés ou de sénateurs, d'ailleurs, dans leurs interventions, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, ont précisé que c'était 40 à 50 000 véhicules jour. Bon, j'ai lu d'autres chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que des gens bien informés ont communiqué sur ces valeurs-là, qui sont 40 à 50 000 véhicules jour, 8 à 12 000 poids lourds. On annonce d'ailleurs 60 000 véhicules jour, à court terme, après l'ouverture du tunnel. Imaginez, vous sortez de Bercy, vous êtes sur une 4 voies, où est le premier feu à votre avis? À Villecreine. Et où est le passage 4 voies, 2 voies à la sortie de Villecreine? Et vous imaginez que ça va se faire sans encombre? Je ne pense pas.
C'est aussi créer des espaces de covoiturage à proximité de la Nationale 19. Voilà ici, alors, des espaces, là vous avez 2 voitures, de covoiturage qui pourront être imaginés sur le bord de la Nationale 19, et puis un bus, des bus en site propre. Très clairement, aujourd'hui, avant cela, nous avons augmenté la fréquence de bus. Tous les matins, des lycéens, des habitants, voulant prendre le 23 pour aller à la gare de Boissy, me disent qu'ils ne peuvent pas monter dans les 2 premiers bus. Certains même sont obligés de prendre leur voiture pour aller en amont prendre ce bus. On en arrive à ce qui n'a plus de sens, qui est que, alors qu'on ne devrait plus prendre sa voiture pour prendre les transports en commun, d'être obligé de prendre sa voiture pour remonter par rapport effectivement à la destination qu'on veut prendre. Donc nous aurons à nous battre cette fois-ci pour réellement augmenter la fréquence et la capacité des bus avec la région. Contribuer évidemment à la création du transport en commun en site propre. Il faut savoir qu'aujourd'hui ce projet existe. Il est dans les cartons, si je puis dire, de la région Île-de-France. Il n'est toujours pas financé. C'est aussi établir un plan pluriannuel de réfection de nos rues et de nos trottoirs. Ça, je dirais que c'est le premier motif de grief que j'ai pu entendre dans mes échanges avec les Villecrénoises et les Villecrénois. C'est aussi faire appliquer la réglementation propre aux zones bleues. Récemment, sur le parking, vous savez, en centre-ville, je me suis amusé à regarder le nombre de disques qu'il y avait dans les véhicules. Je pense que sur la totalité des places qui étaient occupées, j'ai dû voir 3 disques, dont le mien. C'est bien sûr créer des pistes cyclables du centre-ville à la ceinture verte de Villecresnes, et pistes cyclables du centre-ville vers les écoles, les collèges, le collège et le lycée. Voilà. J'étais un peu vite. Et puis, restituer nos trottoirs aux piétons. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile quand on est piéton, alors quand on est une personne à mobilité réduite, ou le jeune parent avec une poussette et un enfant, il est difficile de se promener sur les trottoirs de Villecresnes. Au-delà de l'état des trottoirs, vous avez surtout des véhicules qui sont garés absolument partout. Villecresnes, c'est aussi, et ça doit être, une ville dynamique. Pour cela, il faut promouvoir les circuits courts. Il y a aujourd'hui, sur le Val-de-Marne, des producteurs locaux qui sont prêts, pour en avoir rencontré un certain nombre, qui sont prêts à venir sur Villecresnes pour vendre leur production. Et puis au-delà, de toute façon, du Val-de-Marne, vous avez en plus la Seine-et-Marne. Vous êtes là sur une offre qui est une offre différenciante, en fait, de la grande surface. Et je pense qu'aujourd'hui, le commerce local ne pourra effectivement se développer que s'il a une offre qui n'est pas celle que l'on rencontre dans les grandes surfaces qui ont poussé, en fait, en allant sur des contrebelles. Donc, les circuits courts constituent une alternative de développement du commerce local. Et puis, c'est aussi développer nos commerces de proximité. Faciliter la présence de producteurs locaux, certes, mais créer aussi des places de stationnement. Alors, créer des places de stationnement au-delà de la création physique, c'est déjà faire respecter la zone bleue. Aujourd'hui, vous avez des voitures tampons qui restent à la journée et qui restent là simplement parce que vous avez des personnes qui vont se déplacer à Paris en prenant les transports en commun. Si vous créez cette zone de covoiturage et de stationnement sur le bord de la 19, du coup, vous déplacez, vous retirez ces véhicules qui n'ont rien à faire en centre-ville pour libérer ces places de centre-ville, cette fois-ci pour les clients des commerçants. Et vous savez, le stationnement est aux commerçants ce que les poumons sont à l'homme. Enfin, c'est vital, quoi. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que ça fait quand même 40 ans que je fais du commerce. Et je sais que c'est véritablement le nerf de la guerre. Au-delà donc des places de parking, il faut là aussi réfléchir à une communication, à une dynamique, à un dialogue avec nos commerçants, de façon à relancer effectivement le dynamisme commercial en centre-ville. Et puis,
Mais j'en parlerai tout à l'heure de l'école. Vous savez, aujourd'hui, les commerçants m'ont dit, mais quand on a vendu à Tilly, quand on a désaffecté à Tilly, nous, on a perdu du chiffre d'affaires. Donc il faut aussi redonner de la vie dans le centre-ville. Et notre projet de l'école, de l'agrandissement de l'école du Château et de l'école des Fleurs, répond justement à cette problématique, qui est la problématique du dynamisme du centre-ville. Au-delà du fait qu'il faut aussi se poser la question de recentrer, en fait, les commerçants dans ce centre-ville. Et puis, bien sûr, c'est aussi développer la zone économique. Entre autres, nous avons une zone économique qui ne s'est pas pour l'instant développée, qui est celle du Bois d'Auteuil, et nous avons la ferme intention de voir, avec des partenaires privés, cette fois-ci, comment on va pouvoir développer cette zone économique. La développer simplement, nous avons aujourd'hui des infrastructures sportives de plein air. Ces infrastructures de plein air, vous savez, comme on dit, elles sont dans leur jus depuis les années 80. Et puis elles sont peu occupées. Regardez aujourd'hui, je veux dire, si vous avez du temps à perdre, mettez-vous devant les tribunes et regardez combien de temps dans l'année ces infrastructures sont utilisées. Pratiquement jamais. Alors nous avons là un vrai souci. Comment justement valoriser ces infrastructures? Je pense qu'une solution est de trouver un partenaire privé. Je pourrais vous donner quelques éléments sur le sujet, on a quelques pistes en tout cas, mais trouver un partenaire privé qui pourra investir effectivement avec nous dans la remise à niveau de ces infrastructures sportives. Parce que malheureusement, la ville n'aurait pas les finances suffisantes, d'autant plus que nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts. Alors, je dis ça, je le répète, parce que je crois que je l'ai écrit 2 ou 3 fois, mais j'ai cru lire très récemment que tout compte fait, on allait quand même les augmenter, les impôts. Voilà, donc je voulais vous rassurer, comme nous n'augmenterons pas les impôts, eh bien, nous avons besoin de partenaires privés. Alors, simplement, je reviens. La photo que vous avez là, c'est une végétalisation du centre-ville. Évidemment, c'est non contractuel, mais là aussi, il faudra se poser la question de savoir comment on va végétaliser ce centre-ville. Je vais m'arrêter juste là, quelques instants, pour laisser la place à une présentation d'une partie simplement de nos colistiers. Et je vais donc appeler Catherine Ardiot, qui va venir vous présenter, en fait, pas nos 35 colistiers, mais là, je dirais 12 colistiers. Bonsoir. Donc, nous avons Priscilla Fernando. Priscilla est auxiliaire de périculture. Elle a été aide-soignante en service de psychiatrie et d'autisme. Daniel Cascarino. Daniel est retraité. Il a un diplôme universitaire de 3e cycle, de management et de marketing. Daniel a été directeur d'un établissement médico-social. Anne-Marie Martins. Anne-Marie est responsable administrative et financière d'un établissement médico-social dans le Val-de-Marne. Elle est conseillère municipale dans les domaines du scolaire et de la petite enfance. Didier Giard. Didier Giard est retraité. Il a été vice-doyen de faculté et directeur de master, spécialité aménagement du territoire à l'université Paris-Est Créteil. Didier est par ailleurs membre de Paris Métropole et il est officier de l'Ordre national du mérite. Sylvie Delanoux. Sylvie est retraitée. Elle a été secrétaire de direction dans un établissement médico-social. C'est un ancien membre du Centre communal d'action sociale de Villecresnes et de la Commission communale d'accessibilité des personnes handicapées. Issa Aboudou. Issa est directeur adjoint d'hôtel dans un groupe hôtelier international. Issa est également commissaire de course à l'Automobile Club de Monaco. Marisa Faure. Marisa est gérante de commerce. C'est une ancienne directrice d'agence d'une entreprise de location de véhicules industriels. Patrick Garnier. Patrick possède un master de l'école des ponts et chaussées. Il est directeur technique en charge de l'exploitation du patrimoine immobilier et de la gestion des projets d'un groupe mutuel prévoyance. Sophie Romer.
Sophie est secrétaire de direction dans une société de travaux publics. Paul Dodal. Monsieur Dodal est général en retraite. Il est ingénieur de l'école des mines, diplômé de Saint-Cyr et de l'école de guerre. Il est officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du mérite. Dominique Caron. Dominique est retraitée. Elle a été directrice d'agence d'un grand groupe bancaire français. Dominique a été également maire adjoint délégué à l'urbanisme pendant 3 mandats. Yannick Scoez. Yannick est directeur des achats dans une entreprise spécialisée de chimie industrielle. Merci Catherine. Merci Catherine. Si vous voulez bien me débarrasser du micro. Merci. Si vous me le demandez avec autant de... Ben voilà, merci. On va continuer notre programme. Alors, vous savez, la première partie, on parlait de développement durable, de la jeunesse. La deuxième partie, je vous l'ai présenté au tout début, c'était retrouver une vraie vie de village. Alors, une vraie vie de village, le vivre ensemble, c'est d'abord ville crène, ville propre et sécurisée. Assurer la sécurité. C'est tout d'abord revenir à 7 policiers municipaux et voir, nous avons l'ambition d'aller jusqu'à 8 policiers municipaux de façon à permettre d'augmenter le nombre de patrouilles. Ensuite, c'est de redéfinir les missions et les priorités. Que les choses soient claires. La loi doit s'appliquer à l'Ukraine comme partout ailleurs. Et la police municipale est là pour faire appliquer la loi. En matière de vitesse, en matière de stationnement, en matière d'incivilité. Donc, je vous le dis, j'ai bien l'intention de faire appliquer cette loi. Que les choses soient bien entendues, parce qu'on aura effectivement une période qui sera une période, je pense, d'explication. Vous savez, pour les voitures qui se garent sur les trottoirs, qui empêchent les piétons de passer. Pour la propreté, les dépôts sauvages. Et ensuite, on aura effectivement une période qui sera une période, cette fois-ci, de verbalisation. C'est aussi étendre l'action de la police municipale pour les soirées et les week-ends. Donc revoir avec les policiers municipaux leur amplitude horaire, au moins l'organisation du travail, de façon à assurer leur présence, évidemment, le soir, quand on a les actes d'incivilité qui se multiplient. C'est aussi renforcer la présence de la police nationale. Du reste, sur ce point, on n'a pas attendu les élections, on a commencé, mais j'en parlerai tout à l'heure, on a commencé à avoir déjà des résultats. Certains Ukrainois nous ont dit d'ailleurs avoir vu un peu plus de patrouilles de la police nationale dans les rues de l'Ukraine. C'est aussi créer un centre de supervision urbain, mais mutualisé. Soyons clairs, aujourd'hui, c'est bien de renvoyer les images dans un local, mais c'est beaucoup plus cher et ça coûte beaucoup plus cher que de mettre des personnes pour visualiser ces images. Alors soit vous le faites sur certaines périodes, soit vous organisez effectivement des équipes. Maintenant imaginez, posez-vous la question, est-ce que vous voulez, vous, aujourd'hui, si on ne mutualise pas ce centre de supervision, imaginons que j'ai 6 policiers municipaux. Bien. Mais pour visualiser ces images, il faudrait une équipe, parce que vous ne pouvez pas avoir qu'une seule personne, vous êtes obligé d'avoir 2 personnes, vous savez qu'il y a une réglementation sur le travail posté devant les écrans. Vous êtes obligé d'avoir là aussi à peu près l'équivalent, on va dire 4 à 5 personnes si vous ne visualisez qu'une partie de la journée. Maintenant, ces 4 personnes, on les met derrière les écrans ou on les met sur le terrain? Je suis sûr que si je vous pose la question, vous allez me dire, mais attendez, plutôt que d'avoir 4 personnes en visualisation d'images et 6 policiers municipaux qui ne peuvent peut-être pas être complètement partout, on préférerait avoir 10 policiers municipaux. Et ça, pour le même prix, si je puis dire. Donc c'est une vraie question. Donc la solution du centre de supervision, elle n'existe que s'il y a une mutualisation. Donc ce qui est clair, c'est que nous verrons avec les communes du plateau Briard, voire avec d'autres, mais avec les communes du plateau Briard, comment on peut mutualiser, cette fois-ci, ce centre de supervision.
C'est aussi contrôler les vitesses excessives et puis les transits de poids lourds. Nous avons aujourd'hui un trafic de transit qui est absolument considérable. Et ce n'est pas les gens de Périgny ou les gens de Mandres-les-Roses qui traversent l'Ukraine. Regardez, observez les immatriculations, parce qu'on a encore quand même les fameux numéros de département qui sont mis, qui traversent l'Ukraine. Très peu de 94, essentiellement des 91. Pour avoir rencontré le département, on a une bonne relation avec le département, ils nous ont dit, mais vous savez qu'il y a des gens avec Waze aujourd'hui qui viennent de très loin dans le Val-de-Marne et qui, plutôt que de passer par Villeneuve-Saint-Georges, passent par l'Ukraine. Parce que, tout compte fait, c'est un axe qui leur paraît plus roulant que l'autre. Mais à cause de cela, eh bien, nous payons un lourd tribut. Ces véhicules n'empruntent pas qu'une départementale, ils empruntent absolument toutes les rues de notre commune, avec leur nuisance. Il n'y a pas que les véhicules, d'ailleurs, vous avez aussi beaucoup de poids lourds qui empruntent nos rues. Alors que, comme le dit le département, ils n'ont absolument pas lieu d'être là. Et puis vous avez même, en matière de pollution et de nuisance, vous avez même les avions, on en parlait tout à l'heure. Donc très clairement, le rôle de la police municipale sera également d'interdire, de vérifier que les poids lourds sont bien des poids lourds qui ont vocation à travailler sur l'Ukraine et à venir sur l'Ukraine, et puis de également sanctionner, en tout cas, ceux qui traverseraient nos rues sans respecter les habitants. C'est aussi retrouver une ville propre. Pour cela, il faut repenser le service de propreté. Il y a deux choses. Il y a effectivement la verbalisation, mais cette fois, vous savez que sur les dépôts sauvages, c'est compliqué, puisqu'il faut effectivement être... Alors, il y a certaines zones qui prêtent effectivement plus facilement le flanc aux dépôts sauvages. Vous pouvez rendre, on va dire, sécuriser un peu moins ces actions dans la mesure où vous avez une police municipale qui peut être présente à certaines heures le soir, voire la nuit. Mais au-delà de cela, ce sera difficile, effectivement, d'être sur tous les endroits. Mais en tout cas, quand vous avez un dépôt sauvage, il y en a un là, vous savez, vous avez un dépôt sauvage, je crois que c'est l'allée des Tilleuls, si je ne m'abuse, ça fait combien de temps qu'il est là? Voilà, plus de 15 jours. Voilà. C'est donc là, avoir un service de propreté qui fasse qu'une fois qu'on a ce constat de dépôt sauvage, on ait une intervention rapide, évidemment, pour régler le problème. C'est aussi une priorité qui est la santé et l'épanouissement de nos enfants. Alors sur l'école, je pense que là, vous connaissez les deux programmes. Vous connaissez l'enjeu entre le site de l'école du Château et des Fleurs et le site de la rue Jean Cavaillès. Je ne parlerai pas, moi, du deuxième site. Je laisse là le maire sortant en faire la description. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous avons prévu de construire une école dans un endroit sain pour la santé de nos enfants et sécurisé. Et pour ce, nous agrandirons évidemment l'école des Fleurs, modestement cette fois-ci, mais en rajoutant des classes maternelles, on peut le faire, mais également en créant une deuxième aile, alors devant l'école, une deuxième aile de l'école du château, transformant en fait l'école du château, qui est aujourd'hui une école maternelle, en école primaire avec un groupe élémentaire. L'avantage d'avoir ces deux pôles aujourd'hui, le pôle avec le bois d'Auteuil, Mélanie-Bonis, et le pôle centre-ville avec l'ensemble de ces écoles, simplifiera la construction de la sectorisation de la carte scolaire, qui aujourd'hui est un vrai souci pour les parents villecrénois. Bien sûr, la réalisation de cette école, on me dit qu'elle va poser un problème parce qu'elle va ramener du trafic routier en centre-ville. Absolument pas. Imaginez, par la pensée simplement, vous voyez l'école où elle se situe, prenez l'école du Château, l'école des Fleurs. Essayez de rejoindre le centre-ville en partant de là, ça va devenir compliqué. En fait, vous ne sortez pas par le centre-ville, vous partez directement par la routière. Donc vous n'allez pas encombrer le centre-ville à partir de ces écoles qui existent aujourd'hui. Nous aurons, en revanche, à penser effectivement au stationnement et à voir comment on peut élargir et agrandir le stationnement possible
au niveau de ces écoles, parce qu'on a bien conscience que c'est essentiel, surtout pour une école maternelle. Alors l'école maternelle existe aujourd'hui, mais il est important que les parents puissent se garer pour déposer les enfants dans l'école. Donc, nous réfléchissons aujourd'hui justement à l'aménagement de ces places nécessaires aux parents. Là aussi, on a rencontré récemment des personnes de la résidence des Fleurs. Et ils parce qu'ils pensaient qu'on allait construire vers l'école des Fleurs. Non, on construit là où est le bridge, vous voyez. Donc on n'est pas du tout sur l'école des Fleurs. Et j'en vois qui sourient parce que j'ai dit le bridge. Parce qu'on a dit, ah là là, le bridge. Mais non, mais attendez, le bridge, il n'y a aucun souci. On va leur proposer de les relocaliser dans un autre local. Nous allons également, évidemment, créer des potagers pédagogiques. On parlait de potagers familiaux, là on parle de potagers pédagogiques, alors à la fois évidemment pour les écoles du centre-ville, mais également à Mélanie-Denis, parce que nous avons cette fois-ci la place, parce que Mélanie-Denis retrouvera en fait les espaces qu'elle n'a pas aujourd'hui. Et puis c'est dans le projet aménager les classes de grandes sections maternelles, de CP et de CE1, puisque vous savez qu'il y a un projet par le ministre Blanquer qui consiste justement à ramener le nombre d'élèves dans ces classes, et ça pas que sur les zones d'éducation prioritaire, de les ramener à 24 élèves. Ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe, évidemment, pour être déjà dans cette trajectoire-là. D'ailleurs, on m'a posé la question de savoir, mais comment on va dimensionner, comment on peut savoir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, combien il y aura d'enfants aujourd'hui scolarisés à l'Ukraine. Ça veut dire qu'il y a effectivement, on le voit bien dans le temps, une difficulté d'anticipation du nombre d'élèves. Parce que l'habitat évolue, vous avez des gens qui partent, vous avez des gens jeunes avec des enfants qui arrivent. Et dans ces cas-là, il faut vous poser la question, effectivement, de la modularité de ce que vous construisez. Il faut pouvoir, dans le projet qui sera proposé, il faut pouvoir justement jouer sur cette modularité, pouvoir ajouter effectivement les classes nécessaires à moindre frais, évidemment. Sur la petite enfance, eh bien, nous avons comme projet la création d'une maison d'assistance maternelle, pourquoi pas, mais maternelle en tout cas. Maison d'assistance maternelle, donc c'est là, je dirais que c'est pas un investissement, en tout cas c'est un investissement qui est couvert en fait par les loyers. Et aujourd'hui, nous avons des demandes de la part d'assistantes maternelles, c'est 4 assistantes maternelles en fait, pour pouvoir effectivement créer cette maison d'assistante maternelle. Et c'est aussi la création d'aires de jeu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des aires de jeu un peu spéciales, puisqu'en fait, on a 3 aires de jeu. Il y en a 2 en plein centre-ville, d'ailleurs, une derrière la bibliothèque. Alors, derrière la bibliothèque, il y a l'aire de jeu, mais il n'y a pas les enfants. Donc, pourquoi? Mais les enfants n'y vont pas. Et puis, vous en avez une où là, il y a plus d'enfants, qui est celle à côté en face de la poste, en fait, à côté de l'école, justement, du château. Et puis, la 3e aire de jeu, elle est récente, elle a été construite au mois d'automne. Bon, là, on a quand même, par exemple, derrière la bibliothèque, une aire de jeu où il est impossible de s'asseoir, quand on est parent, à l'intérieur d'espace. Donc ça pose quand même un petit souci. Enfin, je dirais, c'est bien pour les enfants, mais pour les parents, c'est vous vous asseyez en tailleur par terre. Donc, et puis, c'est vrai que cette aire de jeu, elle est au milieu d'une espèce de no man's land qui mériterait là aussi peut-être une réflexion d'aménagement. Mais il y a des enfants, pour avoir fait du porte-à-porte, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des enfants aujourd'hui à Cercé. Cercé a changé. La population de Cercé s'est rajeunie. Et donc, vous avez aujourd'hui des parents à Cercé qui disent, mais vous vous rendez compte, nous, avec nos enfants, comment on fait? On prend notre voiture pour aller se garer à la poste? Ça n'a pas de sens. Et puis, il y a Cercé, et puis il y a la même chose au quartier de la gare. Là, vous savez, sur la TGVAL. Pareil. Là aussi, vous n'avez pas d'aire de jeu. Donc en fait, on a quelques aires de jeu, mais concentrées, en fait, dans le centre-ville. Et bien, notre objectif, c'est évidemment de penser à ces quartiers, quartier de la gare, quartier de Grosbois, quartier de Cercé, qui sont secondaires. Et puis ensuite, c'est favoriser la crèche, une crèche départementale, peut-être un peu vite,
Et puis créer une bourse au stage. L'idée, c'est évidemment quand on est jeune, on grandit et ensuite, eh bien, c'est l'insertion en fait dans le monde du travail. Et pour cela, avant cela, c'est les stages en troisième et après, c'est comment aider nos jeunes à s'insérer dans la vie active. Voilà pour cette deuxième partie. Je vais maintenant laisser la parole à Béatrice, qui va vous présenter les 12 colistiers suivants. Bonsoir. Catherine Ardiot. Catherine est retraitée. Elle a été rédactrice dans une grande collectivité, ville-préfecture, dans la gestion des services techniques, les travaux et la médiation avec les habitants. Mathieu Pierron. Mathieu est responsable financier et des marchés publics d'une commune de 18 000 habitants. Il a été responsable financier de la commune de Villecrène. Frédéric Strazel. Frédéric est directrice d'école primaire et membre du groupe départemental des directeurs de l'éducation nationale en Seine-et-Marne. Elle est moniteur de secourisme et représentante élue d'une association de parents d'élèves de Villecrène. Stéphane Rabani. Stéphane est ingénieur informaticien et directeur d'une fondation de soutien scolaire. Il a été chef de projet dans un grand groupe français. Il est représentant élu d'une association de parents d'élèves. Il est actuellement conseiller municipal. Anna Gomez. Anna a une formation d'ingénieur agronome. Elle est chargée d'études, marché public dans une société d'espace vert. Bernard Vergniaud. Bernard est retraité. Il a été cadre technique au sein d'un grand groupe industriel. Marie-Annick Percelot. Marie-Annick est avocate, fonctionnaire au ministère de la Justice. Elle est secrétaire générale du Conseil national des tribunaux de commerce. René Jean, Culier de la Bâtie. René Jean est retraité. Il a été délégué spécial des ressources humaines auprès de la direction générale d'un groupe industriel international. Ancien maire adjoint chargé de la sécurité et de la prévention des risques, il est actuellement conseiller municipal. Christelle Bourdet. Christelle est titulaire d'un master en management de l'assurance. Elle est souscripteur junior d'assurance dans une société internationale. Pierre Lantier. Pierre est fonctionnaire territorial de catégorie A dans une collectivité de plus de 100 000 habitants. Il est vice-président d'un club sportif professionnel. Il est actuellement conseiller municipal. Estelle Komaneski. Estelle est étudiante en double cursus à Paris 2, Panthéon-Assas et à Paris 4, Panthéon-La Sorbonne. Didier Fabre. Didier est directeur des ressources humaines et administrateur dirigeant au sein de grandes institutions franciliennes. Il a une expérience municipale en tant que maire adjoint chargé des affaires sociales. Il est actuellement conseiller municipal. Merci. Merci Béatrice. Je vais un peu vite. Je continue sur la troisième et dernière partie de notre programme. Voilà. Sport et culture. Alors, les différentes rencontres avec les associations sportives, il y a déjà maintenant un petit bout de temps, m'ont montré que, on parlait tout à l'heure des infrastructures de plein air, qui sont dans leur jus certes, mais qui existent. En revanche, nous manquons cruellement d'infrastructures de sport en salle. Et donc nous avons pour projet la construction d'une nouvelle salle multisport. Elle se situera, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, parce que c'est bien une photo là, c'est bien une salle qui est installée sur une photo de Villecrène. Elle se situera en tout cas quelque part entre Bois d'Auteuil et Pironi, pour vous situer cette zone, qui est une zone déléguée au sport. Nous postulerons également pour Terre de Jeux 2024. Et puis, nous renouerons avec l'organisation d'un week-end du sport. L'objectif, évidemment, est de faire découvrir les activités sportives qui se pratiquent à Villecrène, peut-être pas que d'ailleurs, et puis de faire découvrir, bien sûr, aux plus jeunes. C'est aussi créer un salon art, artisanat et gastronomie. Alors certains m'ont dit, mais non, mais ça existait ça. Ben oui, mais on n'a pas dit qu'on allait refaire la même chose. On va faire un nouveau salon. J'insiste, mais un salon d'art, d'artisanat et de gastronomie.
C'est aussi promouvoir un festival du livre de la jeunesse. Là, on a eu une initiative d'une ville crénoise, au demeurant très dynamique, et sur lequel il faut lui donner effectivement l'audience nécessaire. C'est aussi le salon de la santé et du bien-être. Il faut développer les rencontres artistiques. Et sur ce sujet-là, croyez-moi, on a énormément de travail. C'est valoriser la bibliothèque. Aujourd'hui, combien de Villecronois m'ont dit qu'il ne se passe rien à la bibliothèque. Alors certes, la bibliothèque, c'est géré par GPSEA, vous savez, le territoire. Et alors, ça empêche de se servir de ce formidable outil? Bien sûr que non. Nous pouvons créer des animations. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, dans ce domaine, véritablement, il suffit de se poser un quart d'heure et vous allez voir, vous aurez plein d'idées entre la rhétorique, entre le conte, entre la littérature. Je ne vais pas vous énumérer, on n'aurait pas le temps pour la soirée, en tout cas, d'énumérer la totalité de ce qu'on pourrait faire. Et puis, vous avez des talents à Villecreine, des talents qui sont prêts à s'investir. J'en ai rencontré qui me disent, mais mettez-nous en contact, enfin, que la mairie, avec nous, puisse construire son projet culturel. Aujourd'hui, nous sommes consommateurs de la culture. Devenons acteurs. C'est aussi développer les échanges culturels avec nos villes jumelées. Et puis se poser la question de voir si on n'aurait pas intérêt à se jumeler avec une ville de la République d'Irlande. Ne serait-ce que pour la pratique de la langue. Et même en ces périodes de coronavirus, maintenant qu'on a la fibre, on est capable entre classes de pouvoir parler les langues étrangères, pouvoir parler l'anglais, pouvoir parler le français pour eux. Qui plus est, l'Irlande n'est pas touchée par le Brexit. Peut-être le coronavirus comme tout le monde. Et puis, nous avons une communauté portugaise qui est nombreuse. Pourquoi ne pas se poser la question, ne pas leur poser la question d'un jumelage avec une ville du Portugal? C'est aussi favoriser les nouvelles expressions artistiques. Vous avez remarqué, aujourd'hui, nos jeunes sont un peu absents de la saison culturelle. Il va falloir qu'on les... Alors, quand on dit nos jeunes, peut-être pas les plus jeunes, mais vous savez, cette frange intermédiaire qu'on appelle les adolescents. Il faut absolument que l'on voit comment on va les intéresser et comment la culture, comment l'art peut les intéresser. Bien sûr qu'ils utilisent eux des médias tout à fait différents, et entre autres le numérique. Et bien justement, donnons-leur en tout cas l'expression, donnons-leur la vitrine permettant pour eux de se réaliser dans un art nouveau. Et puis c'est aussi bien sûr de créer des passerelles entre le monde de l'école et puis le monde culturel. J'en ai oublié de changer de transparent. Passons aux seniors, aux personnes porteurs de handicap et à la santé. Vivre en toute tranquillité et en autonomie à Villecreine. Les seniors aujourd'hui nous disent très clairement, nous ce que l'on veut, c'est rester à Villecreine. On n'a pas du tout l'intention, d'ailleurs c'est une des caractéristiques, c'est bien, parce que ça veut dire que cette ville séduit, c'est une des caractéristiques, c'est on veut vieillir à Villecreine. Mais alors, permettons-leur de le faire en gardant leur autonomie. Donc installons des bancs publics. Enfin, vous avez remarqué combien il y a de bancs publics à Villecreine? Alors certains me diront, oui, mais les bancs publics, à tel endroit, ça va favoriser les groupements de jeunes, alors il faut tout supprimer. Ok. Et il y a peut-être d'autres solutions. Mais installons en tout cas des bancs publics. Vous savez, quand vous observez, enfin, je pense que tous vous avez vous avez remarqué la même chose. Moi, j'ai un voisin, tout simplement, qui a du mal pour se déplacer. Il va dans le centre-ville, parce que c'est bien, il veut continuer à garder cette autonomie. Il sait que cette autonomie, elle dépend du fait que tous les jours, il va effectivement marcher pour se rendre au centre-ville. Mais il me dit, mais je suis obligé de m'asseoir sur les murets, vous savez, des clôtures, parce que je ne peux pas, moi, aller en centre-ville en une seule traite. Mais alors, pourquoi justement ne pas prendre en compte ce besoin et justement avoir une politique d'implantation des banques qui vont permettre à ces personnes de pouvoir justement garder cette autonomie, voire d'ailleurs l'augmenter. Et puis, on parle de convivialité. C'est quoi le premier lieu de convivialité? Historiquement, c'est le banc. Le banc qui permet effectivement aux personnes de s'asseoir et d'échanger en public.
Les fameux bancs publics. C'est aussi créer un service d'assistance aux démarches administratives. Alors c'est personnes âgées, certes, c'est aussi pour certains handicaps. Donc en fait, c'est l'assistance aux personnes effectivement en difficulté par rapport à l'outil numérique, par exemple. Il est illusoire de penser qu'on va former quelqu'un à l'utilisation, vous savez, du numérique, il faut prendre la main. Donc offrir un service. Et puis il faut faciliter l'accès des seniors, l'accès aussi des personnes porteurs de handicap aux activités culturelles. C'est bien de passer des partenariats avec des lieux de spectacle qui se situent à 20 km, 10 km. Mais alors, quand moi je ne peux plus conduire, je fais comment? Je me débrouille. C'est aussi voir comment ces personnes peuvent pratiquer un sport. J'ai rencontré des associations qui aujourd'hui justement prennent en charge le handicap et proposent des solutions, d'accord, d'activités sportives pour le handicap. Il faut évidemment les encourager. C'est aussi augmenter le nombre de médecins. Oui. Enfin, soyons clairs, quoi. J'ai lu récemment que, oui, moi, j'étais prêt à donner des primes pour faire venir le médecin, alors que le maire sortant n'a rien à faire, les médecins arrivent. Formidable. Enfin, la réalité n'est pas celle-là. On a mis 150 000 €. J'ai les preuves sur le conseil municipal, je ne sais plus de quelle date, 150 000 € d'investissement pour faire les locaux. On fait des locaux pour les médecins. Mais aujourd'hui, rue de Jubel, il y a toujours un espace de consultation qui est vide. Et les charges qui, aujourd'hui, de cet espace de consultation sont réparties sur les 3 autres médecins, qui, à un moment donné, risquent, peut-être pour certains d'entre eux, moins attachés à l'ICRED, de dire, tout compte fait, moi, mes charges sont très très lourdes. Je ne dirais pas combien, mais c'est vrai qu'elles sont lourdes. À côté d'autres médecins qui vont s'installer dans des locaux prévus par le maire sortant, dont j'aimerais bien voir, moi, le montant du loyer. D'accord? C'est tout. Et si on déguise, et si on diminue le montant d'un loyer, est-ce que ça ne correspond pas à une prime? Et est-ce qu'on l'a borné dans le temps, ce loyer, pour éviter justement une fuite en avant? L'avantage d'une prime, vous savez, c'est d'abord que vous ne la payez que quand vous avez médecin. En gros, la prime, c'était 30-35 000 €. Vous direz, 150 000 divisé par 4, on n'est pas loin d'avoir le même montant. Seulement aujourd'hui, il n'y a que 2 médecins dans le nouveau local, avec un risque d'ailleurs pour les autres. Mais on a payé 150 000 € pour aménager. Et pourtant, on a payé 2 fois la somme. Si on avait donné cette prime payable sur 3 ans pour l'installation des médecins, on aurait payé combien? 70 000 €. Donc ça nous aurait coûté moins cher. Les finances publiques ne s'en seraient que mieux portées. C'est aussi cette réalité-là. Et en plus, comme cette prime, c'est une prime d'accompagnement, elle ne vient pas, comment vous dire, même si on ne peut pas parler de concurrence entre les médecins, elle ne vient pas fausser l'exercice, puisqu'elle facilite simplement l'installation. Et donc on vous dit que les médecins, pour construire leur patientèle, il leur faut à peu près 3 ans. Mais elle ne fausse pas ensuite l'exercice entre médecins. Et puis les locaux, on en avait, parce que je vous ai parlé de la rue de Jubel, et puis au-delà de ça, vous avez un laboratoire d'analyse biologique, rue du Relais, où la SCI est aujourd'hui tout à fait prête, d'ailleurs je ne sais pas si elle n'a pas commencé les travaux, à aménager l'espace de radiologie qui est au rez-de-chaussée, en ouvrant des fenêtres, en espace de consultation. Et là, vous avez de quoi faire 3, voire 4 espaces de consultation. Donc on a les espaces aujourd'hui, accompagnant les médecins pour venir effectivement remplir ces espaces. Alors adapter la vie au handicap, on en parlait tout à l'heure, vous savez, avec les trottoirs. Vous savez, c'est vrai que quand vous êtes en fauteuil et que vous avez un trottoir une voiture garée sur le trottoir alors que vous n'avez aucun moyen de descendre, la seule solution que vous avez, c'est de faire demi-tour. Alors le financement de nos projets, parce que j'ai vu qu'on avait des projets utopiques et qu'on était absolument incapable de les réaliser. D'ailleurs, j'ai pu lire dans un programme qui est sorti par la suite que tout compte fait, il y avait les mêmes. Alors si moi j'ai du mal, il y en a d'autres qui vont avoir la même difficulté. Toujours est-il que ces projets, donc l'école, le jardin public, la salle de sport, c'est 10 millions d'euros. En revanche, sur les 10 millions d'euros, on a déjà commencé à avancer. On peut avoir 3 millions de subventions. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui
en plus en répondant à certains cahiers des charges, parce que vous savez, les subventions, c'est pas la chose que... Enfin, vous commencez pas par faire le projet, puis ensuite, par hasard, vous demandez la subvention. Vous commencez par construire votre projet en fonction des cahiers des charges qui sont susceptibles de vous donner les subventions. C'est pas tout à fait la même chose. Et aujourd'hui, en commençant à avancer sur le sujet, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des subventions possibles, à la fois de différentes instances et à la fois, pourquoi pas, sur le sport de fédération nationale. Donc on estime à 3 millions d'euros les subventions possibles sur l'ensemble de ces projets. Alors vous allez me dire, mais il reste 7 millions. Sur 6 ans, c'est dans les comptes, la municipalité rembourse à peu près en capital annuel 750 000 euros. Alors faites le calcul, ça en fait 5. Vous voyez, sur les 7 millions, il y a déjà 5 millions qui peuvent être financés. Donc en fait, c'est 2 millions. Alors, ces 2 millions, il reste quand même, il y a un fonds de roulement quand même qui reste, vous savez, à la mairie. Et puis, on peut peut-être après se poser la question, qui est la question du fonctionnement. Au-delà de la recherche, alors là je vous passe les chiffres que je viens de vous donner. 3 millions de subventions, 7 millions de charges. Par contre, une fois que vous avez les 5 millions par an, il vous reste 2 millions à financer. Et puis, en fonctionnement, vous avez bien sûr les subventions. Ça veut dire qu'il faut se poser la question d'être en recherche, enfin pas poser la question, il faut être en recherche systématique des subventions et être très en amont des projets. Le travail du projet va prendre plus de temps que sa propre réalisation. Il faut qu'on se mette juste ça dans la tête. Et à ce moment-là, on aura compris que le premier travail avant tout projet, c'est de se poser la question des subventions. Ensuite, vous avez les partenariats. On en parlait tout à l'heure, partenariat entre la municipalité et le privé. À la fois, cela nous sert parce qu'on peut mettre à niveau un certain nombre d'infrastructures, mais également, ça permet d'avoir un développement économique et donc de créer de l'emploi sur l'Ukraine. Mais c'est aussi les marchés publics. Il faut arrêter de passer des contrats de gré à gré. Les marchés publics sont non indiques, c'est bien fait pour une municipalité. Et les achats groupés, par exemple, il y a un truc tout bête de la fonction publique qui s'appelle l'UGAP. Et pourquoi on ne passe pas par l'UGAP? C'est pourtant, c'est son métier, justement, que de faire ces achats publics. Et en général, évidemment, marché public, achat groupé, c'est de l'ordre de 15-20% de moins d'économie. La mutualisation, on parlait tout à l'heure de la police municipale. Il est clair que la police municipale, l'idéal, c'est d'en avoir une du plateau Briard, d'en faire une mutualisée sur le plateau Briard, auquel cas vous avez des économies d'échelle pour un meilleur service rendu à la population. Et puis en plus, au-delà de cela, la coordination entre la police municipale et la police nationale se trouve facilitée. Et puis, vous avez des économies de fonctionnement. Enfin, par exemple, je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau des emplois. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui veulent apprendre un métier. Vous savez, l'alternance, ça vous dit? Il y a combien d'alternants à Amérique d'Ukraine? Il n'y en a pas. Vous savez, moi où j'étais, où je travaillais auparavant, 10% de mes salariés étaient des alternants. On va vous présenter les derniers soutiens, les petits derniers colistiers. Et je vais donc appeler Frédéric Strazel. Bonsoir. Donc, Béatrice Garcia. Béatrice est responsable des recettes des collectivités locales à la Direction générale des finances publiques. Elle est également représentante élue d'une association de parents d'élèves. Nicolas Dusselier. Nicolas est directeur général du bureau d'études d'une fédération d'entreprises franciliennes de travaux publics et d'espaces verts. Il est par ailleurs membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne ainsi que président de club d'entrepreneurs. Annie Brossard. Annie est retraitée. Elle était responsable comptable financière et ressources humaines dans une PME. Didier Valaise. Didier est retraité. Il était ingénieur de télécommunications. Il a été responsable d'équipe des réseaux mobiles au sein d'un grand opérateur télécom.
Virginie Copin. Virginie est professeure des écoles. Elle a été directrice d'école et occupe actuellement un poste de coordonnatrice des projets d'un réseau d'éducation prioritaire. Robert Abiac. Robert est retraité, cadre chez EDF. Il a exercé au sein de la direction des services partagés, informatique et télécom, où il était en charge des audits de sécurité informatique et physique des réseaux. Aurélie Gauthier. Aurélie est présidente d'un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management. Elle intervient également au milieu académique, à l'École centrale à Paris, à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre La Défense et à l'étranger. Sébastien Mons. Sébastien est directeur d'une école élémentaire en réseau d'éducation prioritaire. Il a enseigné dans des instituts médico-éducatifs et a une expérience d'enseignement à l'étranger. Shakia Volkart. Shakia est secrétaire médicale au sein d'un service de chirurgie orthopédique. Elle a été auparavant aide opératoire dans un service de chirurgie. Et Hervé Manfrini. Hervé est diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il a une spécialité en innovation publique dans les territoires. Il est actuellement responsable de la protection des données à l'Association régionale des missions locales d'Île-de-France. Merci Frédéric. On arrive à la fin. Nos soutiens. Alors tout d'abord, notre liste est une liste sans étiquette. Et pour ceux qui en douteraient, j'ai la copie de la déclaration en préfecture. Elle est sans étiquette. Maintenant, quand vous êtes en responsabilité, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre seul dans votre commune sans vous poser la question des échanges que vous allez avoir avec les élus du territoire. Immanquablement, vous rencontrerez des sénateurs et des députés. C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas attendu, en fait. J'ai pris un peu d'avance par rapport à dimanche, j'ai pris quelques contacts. Maintenant, ça fait déjà un peu plus d'1 an sur le sujet. Et entre autres, j'ai pris contact avec notre député, Laurent Saint-Martin, qui est député de La République En Marche, qui me vaut aujourd'hui des tracts absolument splendide sur le sujet. Mon adversaire politique pensant que c'est véritablement la marque de fabrique qui va nous faire perdre les élections. Je pense, et au-delà de cela, ma liste reste sans étiquette. Vous ne m'entendrez jamais prendre une position politique au niveau national, quelle qu'elle soit. C'est mon devoir de réserve. Mes colistiers ont bien sûr toutes les opinions. Maintenant, ils sont là, ils sont témoins. Jamais à aucun moment je ne leur ai posé la question de leur étiquette politique. Parce que franchement, pour gérer une ville, on s'en fiche de cette étiquette politique. En revanche, vous ne pouvez pas vivre sans avoir de contact, comme je vous le disais, avec les élus de la République. On parlera tout à l'heure de l'UDI, puisque nous avons aussi, mais là j'ai moins vu d'écriture sur le sujet, mais on a aussi des relations avec l'UDI. Mais prenons la République En Marche et le député Laurent Saint-Martin. Ça fait 1 an et demi, à peu près 2 ans. Vous le savez tous, il y a aujourd'hui, enfin aujourd'hui d'ailleurs, depuis un certain temps, une recrudescence des cambriolages. Et donc, dans les dialogues, dans les échanges qu'on a pu avoir avec notre député, parce que je vous rappelle quand même que c'est le député de notre circonscription, eh bien, je lui ai dit qu'il serait bien, après tout, on a un local de police, vous savez, qui aujourd'hui n'est plus utilisé, et qui serait bien justement de renforcer en fait la présence de la police municipale, de la police nationale. Il a travaillé sur le sujet. Alors évidemment, il est bien placé. Donc, on a obtenu des résultats. Et certains Villecrédois m'ont dit récemment qu'ils avaient vu effectivement des patrouilles de police nationale en nombre plus important que ce qu'ils constataient auparavant. Et bien voilà, je dirais qu'on n'est peut-être pas en responsabilité, mais c'est déjà le résultat de nos premières actions. Le commissariat de Boissy-Saint-Léger a été renforcé, et l'email Brévannes, qui était sous leur responsabilité, a été retiré de la responsabilité du commissariat de Boissy-Saint-Léger pour être placé sous le contrôle, la responsabilité du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Et ce pour renforcer la présence de la police nationale sur le plateau Briard, pas que Villecrède cette fois-ci, mais l'ensemble du plateau Briard. Voilà. La relation qu'on a et que l'on peut avoir avec les élus, c'est justement une relation qui va
évidemment permettre à l'Ukraine de trouver des solutions. Laurent Saint-Martin, on vient d'en parler. Parlons de Laurent Lafont. Ah, mais j'aime bien les Laurent, alors. Non, Laurent Lafont, c'est un sénateur du Val-de-Marne. C'est quelqu'un qui est très investi, en tout cas pour le plateau Briard, et entre autres sur la Nationale 19. Il faut citer quand même ses nombreuses interventions sur le sujet. Il se propose de nous aider, à la fois sur le financement, enfin à la fois sur une action auprès de la région, permettant justement de continuer l'aménagement de la 19, parce que je vous rappelle quand même que d'ici quelques temps, on risque d'avoir surtout des bouchons le soir devant les entrées de notre commune, avec une crainte, c'est que voyant le bouchon sur la nationale, les gens tournent à droite, et du coup nous envahissent. D'accord? Donc là, il faudra effectivement qu'on soit extrêmement vigilant et prendre des mesures conservatoires sur le sujet. Mais au-delà de ça, donc on a la problématique de l'aménagement de la nationale 19, et puis le deuxième point, on en parlait tout à l'heure, c'est les transports en commun. Enfin, on ne peut pas continuer demain à avoir des gens dans l'obligation de prendre leur voiture pour aller prendre le bus en amont ou laissant passer le bus avant de rentrer dans le troisième. Et puis, ne rêvons pas, quoi. On a laissé passer la voie de bus en site propre. Je pense personnellement que c'est une erreur. Parce que vous verrez, des bouchons, on n'en sort jamais en région parisienne. D'accord? Vous savez beau ouvrir le robinet, à un moment donné, vous verrez beaucoup plus d'eau arriver. Enfin, ouvrir la bombe, cette fois-ci, vous verrez beaucoup plus d'eau arriver. Ne rêvons pas. Et puis, de toute façon, les gens mettront peut-être moins de temps pour aller travailler, mais le soir, ils mettront beaucoup de temps pour rentrer. Donc, ça ne réglera rien. Et donc, c'est important pour nous, à terme, d'avoir, évidemment, un site propre pour le bus. Alors, il est prévu un site propre dans les cartons de la région, de Brie-Contrevert à Créteil-les-Chats, une des gares du Grand Paris. Évidemment, l'objectif, dans un premier temps, suffirait pour le premier objectif qui s'arrête à Boissy-Saint-Léger. Et puis, les autres soutiens, alors nous avons aussi Bertrand Pancher. Alors là, on est plutôt dans le domaine de l'écologie, donc Bertrand Pancher, Europe Écologie Les Verts, et puis Génération Écologie. Je dirais que là, on les a vus naturellement, ils ont lu notre programme, et ils l'ont trouvé orienté développement durable, orienté transition écologique, et ils nous ont proposé de nous apporter leur soutien, et éventuellement, si nous avions des difficultés, leur soutien politique pour justement la protection de la mer Royale. Donc je le répète, pour ceux qui penseraient qu'on aurait pu dire en privé que je voulais faire un bois d'Auteuil bis à la mer Royale, qu'il n'en est pas question, bien au contraire, puisque ça a été l'objet justement des échanges qu'on a pu avoir avec Génération Écologie et Europe Écologie Les Verts, qui est la protection de notre patrimoine. Et mon objectif, c'est pas de faire de l'urbanisme contrôlé, c'est de protéger. Citons Bertrand Pancher, je pense que peut-être certains ne le connaissent pas, il est quand même coprésident du groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale, et puis co-rapporteur du projet de loi Grenelle 2 sur l'environnement. Donc voilà, je voulais véritablement vous expliquer l'utilité des soutiens et vous dire que l'Ukraine, ce n'est pas juste une commune qui vit sur son île et qui ne peut pas se préoccuper de son environnement. Et que si l'Ukraine n'intervient pas dans différentes associations, vous savez, il y a une association des riverains de la Nationale 19, il y a une association des riverains de l'aéroport d'Orly. Et bien dans ces cas-là, si nous sommes absents de l'ensemble de ces instances, et il n'y a pas que celle-là, eh bien, je pense que nous perdons du coup de nos prérogatives. Et qu'il n'est pas question qu'on cède un pouce sur ces sujets-là. Alors voilà, j'en ai terminé moi avec ma présentation. Il est venu maintenant l'heure des questions-réponses. C'est à vous, mesdames, messieurs. Vos questions sont les bienvenues. On y répondra autant que possible, de manière honnête et transparente. Donc, à votre disposition. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, nous l'Ukrainois depuis environ 1 an et très très heureux d'être à l'Ukraine. Alors je dis que c'est pas parce que c'est bien que ça peut pas être mieux, mais j'ai pas été fondamentalement convaincu par les changements que vous proposiez. Et j'ai été même choqué par le fascicule que vous nous avez fait de poster
avec que des reproches, quoi. Il n'y avait que des reproches, votre programme, je le découvre ce soir. Et donc, en fin de soirée, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Alors, juste pour la deuxième partie de la réponse, vous avez donc les programmes qui sont là. On essaie de distribuer partout. Je ne sais pas où vous habitez, mais... D'accord. Ouais. Donc, normalement, vous auriez dû recevoir l'ensemble des documents. Je peux vous dire qu'ils ont été distribués partout. Ce programme-là, je l'ai jamais vu. Ah ben, il est là. Oui, il est là, d'accord. Je suis là aussi, mais je l'ai jamais vu là. Ah voilà. Monsieur Fab, du coup, puisque c'est votre voisin, va vous l'apporter. Ce que je voulais, vous l'avez lu. Ce que je voulais vous dire, par contre, sur le dictionnaire de la mandature, et sur globalement la campagne, vous n'êtes pas le seul à avoir été choqué. Je dirais que quand j'ai présenté ma candidature, je l'ai présentée sans animosité quelconque. J'ai quand même découvert un certain nombre de tracts qui me prêtaient des intentions, cette fois-ci, qui, pour moi, étaient choquantes. Parce qu'on était sur des intentions, on n'était pas sur des faits. D'ailleurs, j'ai toujours l'impression aujourd'hui, très honnêtement, de ne pas être en 2020, mais d'avoir cette fois-ci à l'Ukraine inventé la machine à remonter le temps en 2014. Alors, le dictionnaire de la mandature, c'est vrai. Sur certains passages, il peut y avoir quelques mouvements d'agacement, si vous voulez. Mais au-delà de ça, les éléments qui sont à l'intérieur, qui sont factuels cette fois-ci, sont vrais. Je suis désolé. Pour avoir assisté, alors n'en déplaise, depuis un peu plus de 2 ans et demi aux conseils municipaux et pour avoir regardé et lu depuis 3 ans tous les conseils municipaux, les éléments qui sont annoncés, qui sont avancés, sont justes. Voilà. Donc en fait, c'est quand même des éléments factuels. Je veux bien que sur 2-3 phrases, il y ait quelques agacements. Et au-delà de ça, le reste, c'est de la réalité. Et puis... Je n'ai pas dit le contraire. Ah, ben voilà. J'ai été choqué sur le fond qu'on puisse présenter un fascicule uniquement de critiques. Ah ben c'est normal. Regardez, l'opposition ne va pas chanter les louanges du maire sortant. Comprenez bien. Quand on critique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde, comme ce soir. Ah ben c'est le cas. Non, quand vous parlez ce soir du service médical. Oui. Les Villecranois ont élu L'ancienne municipalité ne sont pas des idiots. S'ils ont fait ça, il y a certainement des raisons. Enfin, je ne les connais pas. Mais là, vous ne faites que critiquer encore une fois. Et avoir des médecins à l'Ukraine, c'est quand même bien. Oui. Voilà. Mais là, il n'y a pas de réponse. Moi, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait là. Mais s'ils l'ont fait là, il doit certainement y avoir des raisons. Mais c'est leur raison. Je vous dis que nous, ce n'est pas la solution qu'on aurait prise. Je vous dis que nous, la solution était plutôt une solution d'accompagnement par une prime d'installation, que la solution, que malgré tout ce qui a été dit, ça revient au même, puisque c'est aussi un financement, ne nous l'aurons pas. Il ne faut pas dire que les médecins sont venus sans avoir un minimum de financement. Ils le sont soit parce qu'ils ont un loyer plus intéressant, soit parce qu'ils ont une prime en général. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur l'ensemble des villes des communes. Moi, je dis simplement que si on avait effectivement payé les médecins à leur arrivée, on aurait juste pu éviter la dépense complète qui a été faite aujourd'hui. Si maintenant, un jour, sur ces locaux, on a 4 médecins, c'est très bien. Le seul problème quand même qu'on risque d'avoir, vous voyez, c'est que rue de Jubel, on a toujours une place de médecin qui est vide, et que là, on a juste un risque, c'est, alors peut-être pas tous, mais qu'un médecin se pose la question à un moment donné des charges qu'il paye, parce que vous savez que les charges se répartissent sur ceux qui sont à l'exercice, et décide de partir. Et du coup, c'est vrai que plus 2 moins 1, c'est pas... Voilà. C'est pas non plus forcément la bonne réponse. Je vous avoue à titre personnel que vous êtes bien le premier, monsieur, et je vous assure que c'est la réalité, à nous dire que vous n'avez pas eu accès à nos programmes. Il se trouve qu'on a publié un volet 1, puis un volet 2, puis un volet 3. On a été attaché à les distribuer dans les boîtes aux lettres. On a été très présent dans la ville, sur les marchés. On a rencontré beaucoup de Villecranois. Et je dois même vous dire qu'il y en a un certain nombre qui nous ont dit « Vous écrivez beaucoup et souvent ». Bien. On s'est donc résolu, en fin de campagne, à rédiger une synthèse qu'on a également distribuée dans les boîtes aux lettres et qu'on a communiqué à la population dans beaucoup d'endroits de la commune. Donc, désolé si vous n'avez pas eu accès, mais croyez bien que... Je n'ai tellement pas fait attention à ne pas polémiquer là-dessus. Non, je veux simplement vous dire qu'on a... Non, mais... C'est certainement de ma faute, non, mais c'est pas les questions de faute. Je veux simplement dire qu'on a été particulièrement, je retiens ce que vous dites, mais on a été particulièrement attaché à mettre à la disposition des Villecranoises et des Villecranois l'information sur notre programme. En tout cas, comme disait Patrick Farcy à l'instant, il est à votre disposition et on peut en reparler à nous, avec vous, tout à l'heure, si vous le voulez. En tout cas, je vous remercie d'être là, parce que ça veut dire que vous vous intéressez à la vie locale. Mesdames, Messieurs,
Question? Madame. Bonsoir, je suis Mme Cortinari, j'habite dans le quartier de Tiercé depuis 31 ans. Ma question est simple, je sais que sur Ukraine, il y a 2 zones qui aujourd'hui ne sont plus utilisées, qui sont la zone de la ferme, qui a pris feu, comme tout le monde le sait, et le stade Vandar. Donc je voulais savoir si sur ces 2 zones, il était éventuellement possible d'y avoir des projets, et si c'est le cas, lesquels? Alors, sur le stade Vandar, pour l'instant, il n'y a pas de projet en particulier. Le seul point, c'est de nettoyer la zone, en fait, parce qu'on parle d'amiante, et je dis que c'est un site qui n'est pas protégé, avec des risques pour les jeunes. Aujourd'hui, je n'ai pas de projet en particulier pour l'instant. On n'a pas encore installé la salle, cela dit, on n'a pas encore localisé précisément la salle de sport. Je vous ai dit que ça allait se situer entre Pironi et les tennistes, les anciens tennistes de la SPTT. Pour l'instant, on ne peut pas la citer parce que les subventions, enfin, de sa situation peut dépendre un certain nombre de subventions, pour rien vous cacher, donc il peut y avoir effectivement un intérêt. Après, sur la ferme, je pense qu'effectivement, on va se poser la question de la ferme. Je ne sais pas encore ce qu'on va y faire. Au-delà, en tout cas, il y a des règles que je peux vous donner qui seront appliquées. 1, nous ne modifierons pas le PLU pour construire à l'école de la ferme. D'accord? C'est important parce qu'il l'a été pour d'autres projets. Et puis 2, nous respecterons, parce que moi je suis attaché, à l'architecture du plateau Briard. Et donc à cette cour carrée. Voilà. Après, ce que je ne sais pas, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, je pense qu'il faut une salle de sport. Vous savez, il y a aujourd'hui le dojo. Il faut une salle de sport, en tout cas pour les jeunes, parce qu'il y a des écoles. Et en fait, pouvoir leur permettre de pouvoir pratiquer du sport simplement. Et puis, on peut se poser aussi la question de commerce d'art ou ce genre de choses. Ce qui est clair, c'est que pour moi, le centre-ville part du fief, vous savez, de cette espèce de fourchette là, avec le fief, et puis s'arrête tout en comprenant le parc du château. Ce centre-ville-là, aujourd'hui, beaucoup de non-vilcanois m'ont dit en tout cas que quand on le traverse, on ne se rend pas compte qu'on est en centre-ville. En fait, il n'y a pas de signature urbanistique. Alors, ne rêvons pas. Cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire rapidement. On a d'autres investissements. Mais toujours est-il que ce que je souhaiterais sur le sujet, c'est faire au moins travailler des urbanistes pour savoir comment on peut imaginer ce centre-ville dans le futur et faire choisir les Villecrénois sur le projet qui leur parlera le plus. Et ensuite, on prendra du temps, mais au moins, à partir du moment où vous partagez une vision, c'est en fait qu'on puisse avoir, nous tous ensemble, une vision commune. Eh bien, les investissements, qu'ils soient publics ou privés, nous permettent d'être des investissements utiles parce qu'ils participent et qu'ils consolident cette vision. Ça évite, comme dirait Pénélope, de faire et de défaire. Enfin, Pénélope, vous savez... Bonsoir. Et le château, dans l'état qu'il est à l'intérieur? Je sais. Alors, le problème du château, c'est qu'on a refait la peinture, mais qu'on a oublié de boucher les trous, si vous voulez, dans la toiture. Ouais. En fait, normalement, quand on restaure, on commence d'abord par mettre l'œuvre hors d'eau et hors d'air. Cette fois-ci, on a fait la peinture, mais on a laissé les fuites. Donc, il faudra effectivement, en tout cas, qu'on part sur ce point-là au plus précis. Après, il faudra aussi se poser la question de savoir si à un moment donné, on peut avoir quelques investisseurs, enfin quelques entreprises, pourquoi pas, qui pourraient être intéressées pour nous aider dans le cadre de mécénat ou ce genre de choses. Pour au moins, en tout cas, tenter l'expérience pour pouvoir avoir du financement, quitte à ce qu'ils puissent partager. Je vais vous dire mon rêve, alors c'est pas pour tout de suite. Mon rêve, en fait, puisqu'on pourra avoir un jardin public, c'est un peu comme à Caillebotte, c'est qu'on ait un château qui soit véritablement un lieu d'exposition, et non pas des cuisines centrales. Monsieur. Bonsoir, Patrice Larassia, je suis villecrénois depuis une vingtaine d'années. Vous avez parlé de l'aspect de la jeunesse et notamment de la petite enfance, mais on prévoit quoi pour nos ados? Parce qu'il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien. Je confirme. Alors, pour nos ados, ce que je souhaiterais, c'est... Alors, ce qu'ils me demandent, c'est un bar d'ambiance. Vous savez, qu'on rencontre dans les villes en général. Donc,
Après, le problème, c'est de trouver son... Pour l'instant, on y réfléchit, hein. On n'a pas encore véritablement trouvé le lieu, parce que il faut malgré tout permettre aux riverains de pouvoir vivre sans problème, quoi. Mais en tout cas, ce qu'ils souhaitent, c'est plutôt, pour eux, pour se divertir, c'est plutôt ces logiques-là, c'est un bar d'enfance. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un axe aujourd'hui qui est important, parce que c'est vrai que les adolescents n'ont pas d'activité. Et à part les activités sportives, qu'ils peuvent réaliser comme tous, mais ils n'ont pas d'activité en dehors en fait, de la journée. Ils aiment bien, les ados aiment bien se retrouver dans un endroit qui leur est plus ou moins destiné. D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut qu'on crée ces lieux. Il faut d'abord qu'on en discute avec eux, puis voir après si effectivement il y a la possibilité pour quelqu'un de pouvoir vivre sur une solution qui pourrait être celle que je viens de vous donner. Parce qu'il y a des lieux en fait qui peuvent être créés, mais des lieux fermés, mais là on va arriver au beau jour, il va y avoir le printemps, l'été. Ils ont besoin de sortir. Oui, ils ont besoin d'expression, et en même temps, les Villecrénois ont besoin de sécurité. Alors on entend beaucoup les jeunes, ceci, cela, mais bon, pour autant ils ne sont pas plus sauvages que les autres. Et donc, là aussi, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose à faire. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la police municipale. Pour moi, la police municipale, c'est pas juste, si vous voulez, un service qui est là pour faire de la sécurité au sens de la répression. On a, pour le programme, qu'on a indiqué sur le programme par exemple, c'est aussi un service qui doit apporter un service de proximité aux Villecrénois. Je donne un exemple. Alors là, cette fois-ci, on est plutôt pour les personnes âgées ou porteurs de handicap. Vous savez, c'est comment être sécurisé quand je vais chercher de l'argent au distributeur. Ben voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on verra pour créer justement ce service qui va permettre, pour ces personnes, de pouvoir être accompagnées pour aller effectivement chercher de l'argent. C'est un exemple. On peut tout bien aussi avoir... la présence d'une police municipale peut tout à fait se comprendre aussi à partir du moment où on peut avoir des événements qui sont des événements festifs pour les jeunes. Il y a un dialogue en tout cas instauré entre justement ces policiers et les jeunes. Et puis, si on parle de police municipale, moi j'aimerais bien, on a 50 km, grosso modo, entre 47 et 53 selon les statistiques, de kilomètres de voirie. Donc en fait l'idée c'est qu'on renoue avec l'îlotage. On a la possibilité du coup, à partir du moment où vous avez des patrouilles qui sont organisées, eh bien vous avez la possibilité d'avoir une présence à pied de la police municipale dans l'ensemble des rues de Villecrénel. Et ce de façon régulière, enfin fréquente, je ne vais pas dire aux mêmes horaires, mais fréquente. Et je pense que ça c'est aussi un élément important. En tout cas, spécifiquement pour les jeunes, je sais que ce qu'ils veulent c'est des endroits, c'est pas forcément des lieux clos, mais c'est des endroits pour se retrouver, pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir dialoguer, et qu'il faut qu'on arrive à trouver le bon endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de gêne, en fait, et du coup de problèmes avec leur environnement, avec les habitants. Voilà. C'est toute la difficulté. Mais on trouvera. Question ? Oui. À moins que je ne veux pas monopoliser la parole, mais voilà, je fais partie des jardins potagers de Villecrénel, et il y a eu, à un moment donné, et il est toujours d'ailleurs, un terrain qui appartient aux écoles. Pour les enfants, en tout cas, on ne les voit jamais. Et là, vous parlez d'un jardin. Oui, d'accord. Ah oui, il y a un terrain qui leur est dédié, et on ne les voit jamais. Et là, vous avez parlé, dans le futur, de redévelopper et justement de faire des choses pour qu'on les amène vers ça, vers ce côté culturel de retour à la terre. Et voilà. C'est ça. Mais qui va les accompagner? Comment ça va se faire? Parce que si c'est parti sur le principe de ce qui se passe en ce moment... Pour avoir vu quelques enseignants, parce qu'en fait ça doit faire partie d'un projet pédagogique, c'est-à-dire d'un projet d'enseignants. Donc en fait, pour en avoir discuté avec certains, ils sont plutôt volontaires pour aller dans cette direction. Alors évidemment, là l'idée du potager partagé, c'est de le mettre pratiquement au sein de l'école, si je puis dire. Du coup, il n'y a effectivement pas à se déplacer, à emmener les enfants. On a un potager qui est disponible, et qui est là. Et puis l'idée du potager, c'est une autre organisation en fait autour des enfants que le jardin, que l'espace qu'ils ont de culture en fait en bas du réveillon. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit d'abord être vu dans un projet pédagogique par les enseignants, de façon à ce que la commune puisse les accompagner. Et là-dessus, croyez-moi, on ne mettra pas la charrue avant les bœufs. C'est d'abord les enseignants qui définiront leur projet, et c'est ensuite la mairie qui les accompagnera. Bonsoir monsieur, je suis Villecrénois depuis 2004 à 2005. Je suis éducateur au niveau de la SPT des Villecrénel, foot. Donc je voulais savoir, même mes enfants me demandent s'il y a un projet pour un terrain synthétique. Oui.
Alors, écoutez, je ne l'ai pas noté dans le premier projet. Je crois que mon adversaire, si je veux dire politique, l'a par contre noté. Oui, mais par contre, j'ai effectivement l'info. Il y a une réflexion à mener parce que, de toute façon, si j'ai bien compris, et vous me dites si je ne me trompe pas, le problème d'une pelouse, c'est que vous ne pouvez pas le faire en permanence. Parce qu'il y a des moments où il faut que cette pelouse, elle se régénère. L'avantage du synthétique, c'est que ça permet effectivement de pouvoir s'entraîner beaucoup plus souvent. Donc effectivement, on a aujourd'hui un terrain qui est un terrain assez difficilement praticable en terre, enfin, je dirais et là, effectivement, la possibilité de le faire. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on puisse trouver des partenaires nous permettant de développer l'ensemble du complexe sportif de plein air et évidemment de prévoir cette surface synthétique. Ok, merci. Mais si vous avez des acquaintances ou en tout cas des entrées avec la Fédération française de foot, ça m'intéresse. Ah. Bonjour, je suis Bicrane depuis toujours. Et il y a le problème de la rue des Plantes avec l'école et tout. On est toujours embêté pour sortir de la résidence des Fleurs. Il y a 15 jours, il y a encore eu un accident parce que dans ce carrefour, on ne voit rien. Les véhicules roulent dans les deux sens à une vitesse incroyable. Comment faire pour sortir de 8h30 jusqu'au soir, c'est pareil. Même dans la journée, il faut s'allumer entre toutes les voitures. Et ça devient très grave. Alors, est-ce qu'elle peut être dans un sens unique d'un côté ou de l'autre? Parce qu'il y a 100 mètres, ça ressort à droite, après ça ressort à gauche. C'est affreux. Et il n'y a plus de glace au carrefour, il n'y a plus rien. Et puis maintenant, vous voulez faire des écoles dans le parc, c'est une chose. Ça sera la rue des Plantes et tout le coin, et à la Poste, comment vous faites pour y aller à la sortie de l'école ou avant? Il y a toujours des voitures garées partout. Ça devient une catastrophe. Alors, justement alors, je n'ai pas forcément des réponses à toutes, parce qu'il y a plein de questions, là, je vais pas oublier. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'effectivement, le soir, la zone autour de la Poste est embouteillée, il n'y a plus de place disponible. Et donc, j'ai regardé, en fait, vous avez à peu près une trentaine de voitures qui sont des bridgers, qui viennent jouer au bridge. Donc effectivement, dans la mesure où on en tient compte, et dans ce qu'on va leur proposer, on va leur proposer un endroit où ils ont la possibilité de stationner, parce que je crois savoir que le club de bridge accueille beaucoup de non-vilquénois, qui viennent évidemment jouer à Vitraine, et du coup qui sont véhiculés. Donc si on transfère le bridge effectivement sur un autre site, nous allons alors avoir immédiatement la libération des places autour de la Poste. Après, vous avez sur une partie de cette zone, donc il faut qu'on délimite la possibilité d'avoir une zone bleue, puisque vous êtes en centre-ville, et donc il faut qu'on regarde ce qui peut être défini en tant que tel comme zone bleue, ce qui permet du coup de libérer des places dans la journée pour que les parents puissent amener des enfants. Après, vous avez cité la solution des sens uniques. Alors pourquoi pas? Ça, je vais en discuter avec les riverains pour voir effectivement ce qu'il est possible de faire, parce que c'est vrai que du coup, on rajoute des places de parking. Et puis, il faudra qu'on garde dans une certaine largeur de chaussée, mais je pense qu'on a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des places en épi plutôt que des places alignées. Et en fait, sur 3 places alignées, sur 2 places alignées, vous faites 3 à 4 places en épi. Donc, des solutions là aussi pour accroître le nombre de parkings. Vous voyez, accroître le nombre de parkings, baisser le nombre de véhicules qui stationnent aujourd'hui par le transfert du bridge, et puis avoir une partie de cette zone, mais il faut qu'on en discute avec les riverains pour pouvoir avoir une zone en zone bleue. Après, sur les vitesses excessives, j'y ai répondu, on fera des contrôles de vitesse, c'est clair, et puis s'il y a d'autres solutions à mettre en œuvre avec les riverains, on les verra à ce moment-là ensemble. Ouais. Après, si vous proposez le sens unique, du coup, ça sortira que dans un sens, et pas dans un autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, dans les rues, vous avez les sens uniques, puis vous avez aussi la possibilité de créer des places en ayant ce qu'on appelle des passages en circulation alternée. À partir du moment où vous avez de la visibilité, vous avez par exemple un exemple qui a été fait par le territoire, qui est la rue du Bois-Pridieu. Dans la rue du Bois-Pridieu, à un moment donné, vous avez le passage que d'un seul véhicule, puisque c'est des stationnements. Ils sont en circulation alternée.
c'est aussi une solution qui permet de créer des places sans avoir de sens unique, sachant qu'à ce moment-là, les véhicules, évidemment, ont la visibilité pour laisser passer éventuellement quelqu'un qui arrive en face. Mais c'est très mal placé. Très très mal placé. Et parce que tous ceux qui passent, ils sont obligés de passer à gauche, et ceux qui l'ont, c'est dans les autres, ils vont se rencontrer. Il faut qu'ils aient la visibilité pour le faire. Parce que c'est fait en disant en virage. Ah voilà, ça par contre, évidemment, si c'est en virage, ça pose problème. Ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut vraiment une bonne visibilité des deux côtés. Et puis, il ne faut pas non plus avoir un parcours alterné trop long. Comme par exemple, il peut y avoir, je crois, sur Bois d'Auteuil. Parce que là, c'est vraiment un loupé, parce que les trottoirs, ils auraient dû faire, disons, laisser un bon mètre de chaque côté, et le reste, le remettre sur la route. Ah non, c'est comme le SOP, il y a deux SOP qui se regardent. C'est vrai. C'est vachement bien. Qui c'est qui force? Il y en a bien qui... Une question ici, madame. Bonjour, Jules Crénoise depuis plusieurs générations. Je vais rajouter une question aux deux que j'avais prévues en rebondissant sur les rues en alterné. Donc moi je suis dans le quartier de Grosbois sur la rue de Valenton. Donc c'est la rue qui est mitoyenne avec le département Essonne hier. C'est infernal. Soi-disant que c'était pour ralentir la vitesse de ces voitures qui évitent la 19 et qui passent par là. Absolument pas. Absolument pas. Et de plus, on nous a réduit énormément. Sur toute la rue, nous avons 12 places de stationnement. Donc quand vous avez des invités, ils vont se garer dans les rues annexes. Et donc le problème est déporté. Je ferme la parenthèse. Mon propos était sur les écoles. Première chose, sur le projet que vous nous avez présenté, à quelle échéance vous pensez faire une rentrée scolaire? Et deuxième question, si vous êtes élu dimanche soir, comment allez-vous organiser, puisqu'il n'y aura pas d'école, donc comment allez-vous organiser la rentrée du mois de septembre? Voilà, merci. Alors déjà, on aura organisé justement la situation épidémique avec le Covid-19, donc ça c'est un premier point. Raisonnablement, pour la rentrée 2021, on peut imaginer effectivement une rentrée 2021 sur des nouveaux locaux, mais pas 2020, il faut être clair. Enfin, je veux dire, ce ne serait pas raisonnable aujourd'hui de proposer quelque chose qui n'a pas de sens, enfin, qui ne peut pas tenir. D'abord parce que il y a un projet. Alors en fait, on passe d'ailleurs plus de temps à réaliser le projet que de temps à la construction, puisqu'aujourd'hui, quels que soient les choix qui sont faits, vous avez déjà une pré-réalisation qui se fait en atelier pour ensuite avoir une implantation sur site, in situ. Ce qu'on sait en tout cas, c'est par rapport au projet que l'on a, le site, pour en avoir discuté déjà avec un certain nombre de constructeurs, le site est facilement accessible. Donc il n'y a pas de problème en particulier. En plus, on a une surface d'expression, si je puis dire, c'est-à-dire où on va pouvoir effectivement imaginer notre infrastructure, plus importante d'ailleurs qu'à Cavaillès, puisque là on a 3000 mètres, ici on a plus. Et j'insiste bien, on est bien sur la partie côté rue, on ne prend absolument pas la hauteur, la partie parc en tant que tel, et ni vers la résidence des Fleurs. Parce que j'ai eu une discussion récemment avec des habitants justement de la résidence, on est bien, on est à peu près en même limite, je dirais, que l'école aujourd'hui maternelle du château. Donc ça veut dire qu'on va avoir à organiser, alors je sais pas encore, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on va avoir à organiser une rentrée scolaire 2020 qui va être quand même assez difficile. Ça fait, surtout, ça fait quand même 4 ans qu'on manque de classe, ça fait 4 ans qu'on a des solutions palliatives qui, aujourd'hui, posent vraiment problème, puisqu'on a à peu près pris tous les locaux possibles. Je pense qu'on n'échappera pas à des structures modulaires, enfin des structures type Algeco pour la rentrée prochaine, pour être clair. Parce que de toute façon, il va bien falloir qu'on crée des classes. Évidemment, 2021, cette fois-ci, on pourra être dans des structures, disons, définitives. Mais on est sur ça. Alors après, comment on va jouer pour avoir ces structures savoir où on va les implanter, de façon à moins perturber le moins, en fait, les différentes écoles, c'est toute la question. Il faut qu'on regarde effectivement ce point-là. Je n'ai pas les réponses immédiates, mais je sais qu'on ne pourra pas, effectivement, avant 2021, avoir la rentrée.
juste, en tout cas, ce qui est clair, c'est que, quels que soient les projets, mon objectif dans la façon de travailler, et alors pour ceux qui en douteraient, hein, je vous invite à aller interroger là où je travaillais avant. Hein. C'est quand même pas des pratiques que j'invente aujourd'hui, j'ai quand même 40 ans derrière. Alors cette fois-ci, d'ici, hein, parce que j'ai vu que je n'avais pas d'expérience, rassurez-vous, dans le management et dans la vie civile, j'avais une activité. Enfin bref. En tout cas, ce qui m'a toujours animé pendant toute ma carrière, c'est l'échange, l'écoute et la concertation. Et entre autres, puisque vous parlez des écoles, il est hors de question en tout cas de vous proposer des solutions sans mettre et sans avoir d'abord m'être concerté avec les enseignants et les associations de parents d'élèves. Ce qui me semble être le minimum. Donc ça veut dire que sur l'implantation, évidemment, on n'a pas pu en discuter, parce que c'est difficile, moi, en tant que candidat, si vous voulez, pour avoir une concertation qui se passe en amont. Je dirais qu'en plus, globalement, on n'a pas essayé de me faciliter la situation sur le sujet. Et donc, c'était difficile. En revanche, une fois élu, effectivement, on commencera, à mon avis, à très vite cette concertation nécessaire, à la fois pour trouver des solutions pour la rentrée 2020, et ensuite, et aussi pour le nouveau projet, le projet en 2021. Ça, c'est clair. Et très honnêtement, vous savez, c'est même pas, je veux dire, pour avoir travaillé dans une entreprise, puisque je manageais les magasins Orange d'Île-de-France, donc c'était 800 personnes. Pour manager ce type de structure, de toute façon, vous êtes bien obligé d'être en concertation et en écoute. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. En plus, ça évite les erreurs. Enfin, très honnêtement, si Mélanie Benis, on avait cette concertation nécessaire, je pense qu'on aurait une autre école. Voilà. Donc, soyez sans crainte sur ce sujet. Je serai à l'écoute et on construira ensemble les écoles du futur de Villecrène. Question ici, monsieur. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Moi, je reviens plutôt sur le financement de vos projets. Oui. Je vois que vous dites que vous allez demander une subvention de 3 millions d'euros. Pas une, de 3 millions. Oui. Alors, voilà. Et puis, il reste 7 millions. Sur les 7 millions, il y aura, si j'ai bien compris, 2 millions que vous allez peut-être faire appel aux partenaires privés. Grosso modo. Voilà. Alors, pardon. Donc, moi je pense, pour une petite ville comme Villecrène, 10 millions, ça fait beaucoup. Parce que moi, je ne crois pas, d'une part, sincèrement, c'est-à-dire que vous allez avoir cette subvention, vu les circonstances et de la période qu'on traverse, vu tous les grands projets qui sont lancés par la région, par l'État et par le département, vu du Grand Paris. Donc, pour obtenir ces subventions, ça va être très compliqué. Et quant aux 7 millions qui restent, parce que les partenaires privés, pour les attirer, il faut leur donner quelque chose en échange. Vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, je suis aussi dans une entreprise dans le privé. Je sais ce que c'est de faire du business avec des personnes qui sont dans le privé. Donc on ne les attire pas sans rien. Moi, à mon avis, je pense qu'effectivement, on va se retrouver avec 10 millions de dettes. Et on a eu l'expérience. Il y en a encore de certaines communes qui ont lancé, il y a des projets certes qui sont valables, et d'autres, il suffit seulement de les améliorer. Donc je pense qu'on va se retrouver avec une dette au niveau d'une petite ville comme Villecrène, et on risque de traîner cette dette-là longtemps. Comment vous allez rembourser? C'est ça ma question. Peut-être que vous avez la solution. Je voudrais dire simplement une chose. J'entends qu'on a des dépenses devant nous. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas démolir l'école d'Atilly. Ça nous aurait coûté moins cher. De toute façon, cette fois-ci, les dépenses, elles sont devant nous. Le groupe scolaire, au moins, en agrandissant les écoles, on a peut-être une chance de dépenser moins d'argent qu'en construisant complètement, en construisant sur un site où il n'y a rien, une nouvelle école. Donc déjà, l'école, les projets que l'on a coûteront quand même moins cher. Je dirais que les projets de mon adversaire, qui lui va construire sur le bord de la Nationale 19. Non mais je vous donne déjà l'exemple. Enfin, je peux vous dire, c'est que les investissements que l'on a là, de toute façon, il faudra les réaliser. Et ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu, pour 1,5 million, rénover l'école d'Atilly, ça nous aurait évité de payer 5 millions l'école. Grosso modo, l'école, c'est 5 millions. Maintenant, sur les subventions, vous savez, la région, aujourd'hui, dans un contrat d'aménagement régional, vous finance entre 1 et 1,5 million
le projet de l'école. Donc déjà, vous voyez, j'ai trouvé la moitié de la somme. Après, sur l'autre moitié, effectivement, à ce moment-là, alors sur la salle de sport, là aussi, on a de bons espoirs. Alors ça veut dire que c'est pour ça que je ne peux pas vous dire où on va la construire. Mais peut-être que cette salle des sports, il faudra qu'on la partage avec le scolaire. Vous savez que le scolaire paye l'utilisation des salles de sport, puisque l'enseignement sportif est prévu dans leur cursus. Et puis après, à côté, pas très loin de Bois d'Auteuil, vous avez Mandres. Vous savez ce qu'ils disent à Mandres? Ils veulent une salle de sport. Ils n'en ont pas. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser? Et dans ces cas-là, vous voyez que les financements, on commence à les percevoir. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour les cofinancements de 3 millions d'euros. Je vous assure qu'aujourd'hui, si on s'y prend bien, avec le département, avec les communes environnantes, avec la région, on est capable de trouver cela. Après, je vous ai dit que sur les 7 millions, de toute façon, on remboursait naturellement 5 millions, les 2 millions. Les 2 millions de plus, de toute façon, quel que soit, il faudra de toute façon qu'on les trouve, puisque cette école, il faut bien qu'on la construise. Maintenant, 2 millions, si vous empruntez, une école, c'est 50 ans, grosso modo, la durée de vie d'une école. Si vous empruntez sur une durée suffisante, 2 millions, vous me dites, si j'emprunte sur 30 ans, ça fait combien en remboursement annuel? Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est moins de 100 000 euros. Donc, les économies qu'on peut faire sur le fonctionnement, parce que je peux vous dire que là, ces économies-là, on pourra tout à fait dégager les moyens nécessaires pour pouvoir justement les investir. Et puis, vous avez vu les taux d'intérêt. Enfin, moi, je veux bien qu'on attende. Vous savez, il y a deux solutions. C'est soit on se dit, bon, la salle de sport, on la fera que dans 10 ans, quand on aura en partie remboursé l'école. Puis dans 10 ans, quand on voudra emprunter, les taux d'intérêt seront plus à 1%, mais ils seront peut-être à 7 ou 8. Et dans ce cas-là, on aura eu tout faux. Le problème n'est pas tant l'endettement que la façon dont il est géré. Si. Non, si ça passe à 8%, c'est pas vrai. Bah ça, vous n'en savez rien. Par définition, dans le futur, regardez, le Covid-19, qui aurait cru qu'on allait avoir ça il y a 2 mois? Ça, malheureusement, c'est les taux d'intérêt ne manquent pas. Ah, monsieur, les taux d'intérêt il y a 10 ans, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'ils n'augmentent plus dans 10 ans? Excusez-moi d'intervenir, je n'ai pas... Puissiez-vous avoir raison, monsieur, ce serait une bonne nouvelle. Malheureusement, comme dit monsieur Farsi, en économie, vous avez des cycles. Et c'est systématique. Vous savez pourquoi les taux d'intérêt sont bas? Parce que la Banque européenne, aujourd'hui, finance en grande partie, justement, et met de l'argent sur la table. Il est évident qu'elle ne pourra pas continuer à le faire ad vitam aeternam, et qu'à un moment donné, là où le besoin d'argent mondial se fera sentir, à ce moment-là, effectivement, les taux d'intérêt monteront. Je suis d'accord que ça peut augmenter, mais ça n'augmentera pas. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Êtes-vous monsieur Damac? Parce que vous y ressemblez beaucoup. Et j'ai cru. Alors excusez-moi. On va rester dans une ambiance amicale. Parce que dans la liste de monsieur Guy, il y a un monsieur qui vous ressemble beaucoup. Je suis désolée pour vous. Ce monsieur s'appelle monsieur Damac. Ma question, c'est de savoir ce qu'il publie sur les réseaux sociaux et de donner une information. Est-ce que je peux le faire? Non? Ouais, plutôt une question. Enfin, alors, je vous invite quand même à vous renseigner sur ce que disent les colistiers qui, eux, n'acceptent pas les questions qui les dérangent, blacklistent systématiquement les gens qui leur posent des questions et disent, peu importe la méthode, l'essentiel pour gagner, c'est la désinformation. Ce n'est pas M. Farsi qui le dit, c'est M. Damac, numéro 11, je crois, sur la liste de Gérard Guille. Voilà une des différences qui peut peut-être répondre au monsieur de tout à l'heure qui disait on est un peu dans la guerre. Ben oui, mais on n'a pas déclaré la guerre et on est obligé de la subir quelquefois. En tout cas, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est soyez rassurés d'une chose. Si en arrivant en responsabilité, je n'aurai pas de grillages contre l'opposition et on l'associera évidemment à la marche de l'Ukraine. Moi, vous savez, c'est pas mon problème. Enfin, je ne suis pas un homme politique au sens où on l'entend. Je viens de la vie civile. Il y a 1 an, je travaillais encore. Et j'avais un emploi du temps très occupé. Et si je m'investis pour la commune, ce n'est pas pour ces guerres. Très honnêtement, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de voir comment on peut travailler ensemble et développer, développer la commune. Bravo. Question, mesdames, messieurs, monsieur. Bonsoir.
Bonsoir. J'ai deux questions au niveau du commissariat de police qui doit se trouver. Comment est prévue l'utilisation de façon courante puisqu'il est souvent fermé? Et est-ce que vous avez envisagé de mutualiser des choses autour de la police sur d'autres villes? Parce que je pense que le problème de financement est partagé. Et deuxième question, qu'est-ce que vous avez prévu de faire du lieu si vous n'implantez pas l'école à côté du McDonald's? Comment on arrivera? Alors, peut-être que la question a été posée, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse dans le sens où aujourd'hui on prévoit de faire un gymnase entre la zone de la SPTT et du stade Vandard. On inscrit un projet, on parle tout à l'heure d'un projet autour d'un financement avec une école pour pouvoir aller dedans. Mais pour le coup, il faut aussi avoir une école qui soit à proximité pour aller dedans. Et aujourd'hui, si on parle dans ces deux zones-là, à part Mélanie Bonis, je ne vois pas en quoi l'école du parc aura un intérêt d'aller vers ça aujourd'hui, vu la distance. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la deuxième partie. Je vais quand même répondre à votre première question. Vous pouvez répéter mutualisation pour la police. Sur la mutualisation de la police. Et le local également. Alors, le local, il faut savoir que là, pour le coup, vous voyez, je vais être sympa avec le maire sortant, pour le coup, c'est un local qui était fait pour la police nationale, et en fait qui était utilisé par le commissariat de Boissy, au temps où Boissy avait un commissariat. Et puis les choses ont été réorganisées, et effectivement, ce local a été laissé, et pour être occupé, mais ce n'était pas son objectif premier, en fait, par la police municipale. Aujourd'hui, dans ce local est fermé une grande partie de l'année. D'ailleurs, c'est le souci qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où vous voulez ouvrir ce local, par exemple, je vous donne les horaires de bureau, vous êtes obligé de mobiliser 2 personnes en permanence qui ne sont pas sur le terrain. Donc il y a une vraie question, en fait, qui est la question de l'efficacité, en tout cas. Donc je n'ai pas forcément encore les réponses sur ça. Ce qui est clair, c'est que ce que je voudrais, c'est que si ce local est destiné à la police, c'est de voir et de continuer à négocier avec Laurent Saint-Martin, puisqu'on a déjà obtenu un peu quelque chose, puisqu'on a un renforcement des patrouilles de la police nationale, c'est pourquoi pas d'avoir un officier de police judiciaire qui soit détaché en fait de Boissy pour être sur ce local qui, d'ailleurs, n'est pas forcément est à l'Ukraine, mais en fait répond à un besoin du plateau Brigard. D'accord? De façon à avoir un point qui soit un point de contact de la population du plateau Briard avec le commissariat, avec la police nationale. C'était sa vocation au départ, et moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne sur cette première vocation-là. Est-ce que ça répond à votre question? Après, sur la mutualisation de la police municipale, bien sûr que c'est la première chose que je vais rechercher. C'est-à-dire de voir avec les communes du plateau Briard si on peut mutualiser notre police. En tout cas, il n'y a rien qui l'empêche. Il faut simplement que la volonté des maires pour que ça se fasse. Et très honnêtement, si ça pouvait se faire, nous sommes à ce moment-là sur un bassin qui est un bassin non plus de 11 000 habitants, mais du double. D'accord? Et pour le coup, on peut avoir à moindre frais, donc ça fait partie des économies qu'on peut faire dans le fonctionnement, une efficacité de la police municipale qui soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour des raisons simples, qui sont des raisons de taille critique, tout simplement. On connaît bien quand on est dans les entreprises, puisqu'en général, c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, donc la réponse à la mutualisation, c'est oui, bien sûr, c'est même la première chose que je souhaite. Après, sur la salle de sport, je ne suis pas sûr d'avoir... c'est juste la salle de sport, en fait, si vous la localisez dans une zone... Aujourd'hui, vous parlez de construire une école, mais aujourd'hui, l'école n'est pas à proximité de la zone où vous voulez construire un nouveau gymnase. Et du coup, vous parlez pour avoir des subventions, est-ce que c'est un lien? Non. C'est ça le sens de non, la alors question? Non, parce que en fait, l'éducation nationale, c'est plus le département. C'est pour fournir, pourquoi pas, une salle de sport au collège. Et entre autres, alors il y en a déjà un, mais entre autres au collège Simone Veil. Et puis c'est aussi une salle de sport qui pourrait être aussi utilisée par les Mandrillots, qui eux n'ont pas de salle de sport et en réclament une. Donc on pourrait avoir cette fois-ci une mutualisation de cet ensemble, ce qui pourrait d'ailleurs nous permettre d'avoir une salle de sport omnisport plus conséquente. Et cette fois-ci, on ne peut pas l'implanter à l'autre bout et à l'opposé en fait de Mandres si on décide de la réaliser ensemble. C'est simplement ça. Après, sur qu'est-ce qu'on veut faire de... Bah oui, je sais bien, on est bien embêté parce qu'on a acheté le terrain derrière le McDo, quoi. Donc maintenant, on a un terrain de 500 000 € derrière le McDonald's qui fait 3000 m², et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je vais pas... Bon, on a ce souci, effectivement, d'un terrain qui est proche de la Nationale 19, avec
les difficultés, en tout cas pour la construction d'une école, je pense qu'on ne reviendrai pas sur le sujet, on a largement expliqué les raisons qui motivaient le fait qu'on ne construise pas là. En revanche, on pourrait, vous savez, aujourd'hui, en cette période de coronavirus, on parle de télétravail. Et puis vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question d'avoir des solutions alternatives entre le fait d'aller travailler à Paris, pour un certain nombre d'entre elles, ou le fait d'avoir des télétravailleurs. Et la solution alternative consiste à faire... Alors, excusez-moi de l'anglicisme que je vais utiliser, je vous promets que ce sera le seul, en tout cas j'essaierai. C'est ce qu'on appelle le coworking, c'est-à-dire la possibilité de partager des lieux de travail à distance de ses propres bureaux sans être pour ça chez soi. Et je me dis que ce site pourrait par contre, alors, sur un site qui n'est pas important, parce que ça fait 3000 m², mais pourrait intéresser en tout cas, pourquoi pas un investisseur, de façon à créer des bureaux permettant justement à la fois la possibilité d'avoir du coworking, c'est-à-dire d'avoir des entreprises qui louent des espaces de bureaux pour leurs salariés. Alors entre autres, ça pourrait être intéressant pour des Villecrénois ou en tout cas des habitants du plateau Briard qui n'auraient pas trop de kilomètres à faire en tout cas pour avoir un bureau avec la conciergerie nécessaire et les moyens techniques nécessaires. Puis on a la fibre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis pourquoi pas accueillir, parce qu'en général dans ces espaces de coworking, vous avez la possibilité aussi de permettre à certaines startups de pouvoir commencer et se développer. Donc je pensais plutôt à cette logique-là, sachant que il faut qu'on trouve des places de parking, mais en tout cas ce serait plutôt cette logique-là. Je ne sais pas si ça répond en tout cas à votre question. Et puis pour parler de Grosbois, on a une problématique qu'il faudra qu'on arrive à régler, c'est quand on discute avec les habitants de Grosbois, en fait, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, nous on a l'impression d'être coupés de Villecrène. On a l'impression d'être coupé de Villecrène parce qu'on est pratiquement obligé de prendre la nationale 19 pour aller au centre de notre village. Et c'est vrai que c'est aberrant. Enfin, logiquement, on doit pouvoir, à pied ou en vélo, en tout cas, pouvoir aller au centre du village sans être obligé d'emprunter une nationale. Et donc après se pose la question de l'État et de l'allée des Tilleuls. Donc il faut qu'on se pose là aussi avec les habitants de Grosbois les bonnes questions pour l'aménagement de cette allée-là. Vous savez, là où il y a le dépôt sauvage. Est-ce que ça répond? Autre question, mesdames, messieurs? Écoutez, si vous avez des questions ultérieurement... en tout cas, on pourra continuer. Donc si vous en êtes d'accord, écoutez, Ah, il y a une question, madame. Voilà, c'est pour le service qui est parti pour la personne âgée. Est-ce que vous pensez remettre quelque chose? Parce qu'il y a plein de pauvres gens qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont rien, et les aides ménagères étaient vraiment des dieux pour nous. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est écœurant la façon qu'on les a laissés dans la nature. Alors, dans votre question, il y a deux choses. Il y a la décision d'avoir supprimé les aides à domicile, puis après il y a la façon dont ça s'est fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la décision a été prise. Apparemment, il y avait des difficultés de fonctionnement sur le service, d'après ce que j'ai compris. Cela dit, pour en avoir discuté avec ma voisine qui avait des aides à domicile, et puis le hasard a fait que j'en ai rencontré, la consigne était de ne pas en parler. Et donc là, je trouve ça pour le moins plutôt étonnant, parce que la moindre des choses sur ce type de service, quand on sait qu'on s'adresse en fait à des personnes qui sont en difficulté, qui sont fragiles, c'est de les accompagner. Et puis la question avait été posée au conseil municipal et qu'elle n'avait pas été la surprise d'entendre à l'époque le maire qui lui disait qu'il avait simplement décidé une externalisation. Alors je suis désolé, mais je viens du privé pour le coup, des entreprises, de la vie civile, de la société civile, et pour moi une externalisation c'est pas ça. L'externalisation c'est passer un contrat de sous-traitance permettant, pas une part de sous-traitance, mais un contrat de partenariat permettant à une autre entreprise d'assurer les mêmes prestations, d'accord, mais dans le cadre d'un contrat plutôt que d'un contrat relevant du droit commercial plutôt que dans celui relevant du droit du travail. C'est tout simple. Mais là, c'est pas de la sous-traitance et c'est pas de l'externalisation. C'est simplement un arrêt des services. Et en termes d'accompagnement, moi je sais pas, mais je l'ai pas vu, mais en tout cas j'ai vu comment ma voisine était accompagnée. On lui a donné une liste de numéros de téléphone et on a dit vous appelez quoi. Voilà. Donc effectivement les personnes n'ont pas été accompagnées. Alors
on va regarder ce point. On va faire d'abord ce qu'on appelle un bilan social, parce qu'il n'y en a pas, pour savoir exactement quelles sont la situation c'est connaître la situation des personnes fragiles, à la fois la situation en termes de fragilité, c'est-à-dire ce dont elles ont besoin, et puis aussi, est-ce que certaines de ces personnes ont besoin d'être aidées, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez évidemment des entreprises privées qui proposent les mêmes solutions, mais elles ne les proposent pas au même prix. Hein, il y a à peu près 5 € d'écart, puisque je crois qu'on était aux alentours de entre 20 et 21 €, 20 € et quelques, sur les prestations des services à domicile de la municipalité, et on est à 25 € pour mémoire, quelque chose comme ça, par Apidum, par exemple, pour n'en citer qu'une, mais les autres sont à peu près sur les mêmes tarifs. Donc on regardera, si vous voulez, quelles sont effectivement les personnes qui peuvent être en difficulté pour pouvoir effectivement pour pouvoir trouver des solutions permettant de les accompagner. Après, est-ce qu'on reviendra? Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Moi, je veux y voir un peu clair, et puis savoir avec le bilan social, quelle est la situation. Ce qui est clair, c'est qu'on ne laissera pas des personnes, pour quelque raison que ce soit, dans une difficulté. Et ça, c'est notre logique, ce qu'on appelle de politique inclusive. Je vais trop vite. De politique inclusive, c'est-à-dire de faire en sorte que, quelle que soit sa situation, il n'y ait pas de personne qui soit laissée pour compte à Villecresnes. Donc on regardera effectivement cette situation. Là, ce que je vous propose, c'est de passer, si vous voulez, on pourra continuer la discussion autour d'un verre, donc c'est de passer au fond de la salle. Et en tout cas, moi je vous remercie en ces périodes difficiles d'être venus ce soir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.